Ah, bon sang, on n'a plus rien à l'antenne à cause de vous. Mais elle intéresse personne. Les nouveaux compteurs intelligents qu'Hydro-Québec veut installer chez vous au cours des prochains mois risquent-ils de vous rendre malade? En tout cas, plusieurs clients craignent les effets secondaires de l'exposition aux radiofréquences émises par les appareils. Des experts s'inquiètent aussi de leur impact sur la santé. Bref, les appareils soulèvent beaucoup d'inquiétudes. José Lévesque habite à Saint-Colomban, dans les Basses-Laurentides. Hydro-Québec prévoit installer ici en 2012 ses nouveaux compteurs de lecture à distance. Des compteurs dernier cri qui utilisent des radiofréquences pour prendre à distance les lectures de consommation. Et ça lui fait craindre le pire. Après quelques temps, je ne sais pas combien de temps, mais ça peut aller jusqu'à me tuer. Ah ouais. Rapidement, en quelques jours, je vais devenir handicapé. En tout cas, avec les tests que j'ai faits ailleurs. C'est après 2 minutes à côté d'un routeur Wi-Fi, d'un émetteur Wi-Fi, je suis déjà mal, je suis déjà en malaise total. Fait que si après des jours et des jours, c'est sûr que mon état se dégrade. Ce technicien en télécommunication aurait développé au travail une hypersensibilité aux radiofréquences. Aujourd'hui, il s'enferme dans son garage, blindé contre les ondes électromagnétiques, afin de répondre à ses clients. Ça fait 6 ans à peu près. Là, j'ai vraiment été en arrêt de travail. Je me suis levé un matin, les yeux pleins de sang, puis un autre matin après, les yeux pleins de sang encore. Là, j'ai commencé à manquer le travail régulièrement. Là, j'ai passé des scanners, j'ai passé des résonances magnétiques, et on a fait plein de tests, puis ils disaient tout, tes oreilles sont belles, on comprend pas qu'ils font mal. La façon que j'ai réglé ça, c'est j'ai arrêté de faire le travail que je faisais. Je reste plus ici. Justement, je fais encore de la télécommunication, mais à mon compte, chez les gens qui n'ont pas d'équipement sans fil. Il n'y aura aucune exception, lui a répondu le service à la clientèle d'Hydro-Québec quand il a manifesté ses craintes. Hydro veut décrocher de nos murs tous ses compteurs mécaniques, même ceux qui fonctionnent bien, c'est-à-dire 40% du lot. Pour moi, c'est impossible. Fait que si Hydro-Québec fait ça, c'est soit que je meurs ici ou soit que je suis obligé d'aller vers une province qui ne l'a pas encore. Nous sommes à Boucherville, où Hydro-Québec fait l'essai de ses nouveaux compteurs. Chaque compteur communique avec un autre compteur les données de consommation des abonnés de la rue. Au bout de la chaîne, un des compteurs va émettre les informations vers une antenne de télécommunication pour les rediriger chez Hydro-Québec. JE a demandé à cet expert en électromagnétisme de prendre des mesures sur l'un d'entre eux. J'ai mesuré des champs haute fréquence. En termes de pic, il y a à peu près une émission à toutes les minutes. Et le pic d'émission que j'ai mesuré, c'est environ 53 000 microwatts par mètre carré. Ces compteurs-là émettent de 1 à 3 fois par minute, dépendamment des signaux. Il va y avoir des compteurs qui peuvent émettre plus fort pour justement acheminer le signal vers un autre compteur ou une autre antenne pour l'amener à l'administration. Selon les normes de Santé Canada, ces pulsations de quelques millisecondes n'affectent pas la santé humaine. Si on compare aux normes de Santé Canada, c'est très petit, c'est très faible par rapport aux normes de Santé Canada, effectivement. Mais ailleurs dans le monde, ça ne le serait pas. Si on compare ça aux recommandations du Parlement européen, il recommande des expositions maximales de 1000 microwatts par mètre carré à l'extérieur et de 100 microwatts par mètre carré à l'intérieur des domiciles. C'est que les normes de Santé Canada s'appuient sur les effets thermiques sur le corps du rayonnement électromagnétique. À cette intensité, ils sont nuls et n'échauffent pas nos tissus. Par contre, les recommandations du Parlement européen appliquent ce qu'on appelle le principe de précaution. Pourquoi? Parce que les scientifiques ne s'entendent pas sur les effets biologiques à long terme des radiofréquences sur l'être humain. Comme je dis, je le fais pas pour moi. Le docteur Annie Sasko suit de près l'évolution du cancer. Elle est directrice à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. La conclusion principale à laquelle je suis arrivée, c'est qu'au cours de ma carrière, j'ai vu doubler à peu près le nombre de cancers. Donc à mon avis, la cause la plus vraisemblable, c'est finalement le rôle de l'environnement. Un téléphone cellulaire ou un smart meter pourrait donner le cancer. Alors aujourd'hui, avec le recul que l'on a, la réponse est très claire en ce qui me concerne et en ce qui concerne quand même un certain nombre aussi d'autres épidémiologistes, c'est que l'utilisation pendant plus de 10 ans d'un téléphone cellulaire ou d'un téléphone sans fil multiplie à peu près par 2 le risque de tumeur du cerveau. Sachant évidemment un téléphone, on le tient près de sa tête. Donc là, je pense qu'on a déjà de bonnes données épidémiologiques. Dans l'autre coin, vous trouverez des experts comme le docteur Michel Plante.
Ce médecin conseil chez Hydro-Québec balaie du revers de la main ses affirmations en brandissant d'autres études qui disent tout le contraire. Il y a eu une quinzaine d'études épidémiologiques publiées jusqu'à ce jour. La plus importante est celle qui a été pilotée par le Centre international de recherche sur le cancer, qu'on appelait l'Interphone Study. Le Canada y participait, c'était un pays parmi 13. Et en gros, quand on fait la somme, on voit peu ou pas d'évidence d'augmentation de cancer. Ça, ce sont les faits des études épidémiologiques. Et l'autre aspect qui est important, qui est souvent négligé, dont on parle peu, parce que c'est moins rapporté dans les médias, sont les études, les tests chez les animaux qui sont faits pour tester les produits cancérigènes. Ces tests-là ont été faits avec les radiofréquences seules, c'est-à-dire radiofréquences par groupe exposé. On n'a pas vu d'augmentation de tumeurs. À Ottawa, le Comité permanent de la santé s'est penché sur la question. Incapable de trancher le débat, dans son rapport de décembre dernier, il recommande au gouvernement qu'il envisage de fournir des fonds aux instituts de recherche en santé pour appuyer la recherche à long terme sur les effets possibles sur la santé de l'exposition au rayonnement électromagnétique. Un des points qu'on soulève, c'est que si jamais on reconnaissait que les normes actuelles étaient insuffisantes pour protéger la santé des gens, ben il faudrait refaire tout le travail. Donc, au lieu de dépenser et gaspiller cet argent-là, bon, on pense qu'on devrait se poser les bonnes questions, établir clairement le cas, et après, on verra. L'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, appuyée par le collectif Sauvons nos enfants des micro-ondes, va présenter cet argument aux prochaines audiences de la Régie de l'énergie qui doit approuver le projet d'Hydro-Québec. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Il a été démontré que les compteurs ne sont pas nécessairement à fin de vie. Megan Donford de Westmont a décidé de ne pas prendre de risques. Moi, j'ai mis le chapeau par-dessus pour que ça ait l'air un peu plus joyeux. Sous le bonnet, il y a une feuille d'aluminium qui réduit considérablement les radiofréquences émises par le compteur. Hydro Westmont, son distributeur d'électricité, l'a installé en mai dernier. Mais s'il y a des compteurs sur toutes les maisons, s'il y a de plus en plus d'antennes relais, de plus en plus de Wi-Fi, c'est ça qui m'inquiète parce que c'est pas juste une chose ici et là, c'est vraiment une accumulation de fréquences magnétiques. Megan Donford voudrait avoir le droit, comme c'est déjà le cas dans l'État du Maine, de dire non aux compteurs intelligents. Je suis comme en négociation avec les autres maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Le médecin conseil d'Hydro-Québec assure de son côté l'aspect tout à fait inoffensif des compteurs. Donc, si on prend 3 compteurs qu'on place dans une chambre, 3 compteurs à radiofréquence, est-ce que l'enfant qui dort juste en dessous est en danger? Ce compteur-là changera à peine son exposition aux radiofréquences. Hydro doute aussi que l'exposition aux radiofréquences soit la cause des maux qui affectent des personnes comme José Lévesque. On n'a pas trouvé de gens capables de discerner les sessions exposées des sessions non exposées. Convaincu des causes de son mal, José Lévesque prépare le combat de sa vie pour stopper la société d'État. Oui, je vais prendre des recours, puis oui, je vais cadenasser mon compteur, puis oui, je vais mettre mon camion devant, puis oui, je vais empêcher le technicien de rentrer sur mon terrain, c'est clair. Si vous avez envie d'imiter Mme Donford et de bloquer les radiofréquences de votre compteur, sachez que dans les conditions de service d'électricité, l'article 13.2 stipule que le client ne peut entraver le bon fonctionnement des installations d'Hydro-Québec. En clair, c'est interdit de toucher au compteur sans l'autorisation d'Hydro-Québec. Hydro-Québec dans 3 villes de la province. Eh bien, c'est loin de faire l'unanimité ailleurs au Canada, aux États-Unis et dans la communauté scientifique. C'est que ces nouveaux compteurs émettent des radiofréquences comme un Wi-Fi, un cellulaire ou encore un routeur, ce qui pourrait donc affecter les personnes dites électrosensibles. Le journal Le Devoir rappelle qu'en Californie, l'un des plus importants distributeurs d'électricité de la côte ouest accepte finalement de respecter le libre choix des consommateurs qui ne veulent pas de ces nouveaux compteurs. Au début du mois, il y a une mère de famille qui s'était fait couper son électricité carrément parce qu'elle avait débranché elle-même son nouveau compteur en raison des problèmes de santé de ses enfants, ce qui avait soulevé tout un tollé médiatique. Hydro-Québec a installé jusqu'à maintenant 20 000 des 25 000 compteurs intelligents dans le quartier Villeray, à Montréal, à Boucherville et dans la région de Magog. L'opposition à ce projet demeure disparate au Québec, mais les plaintes se multiplient devant la Régie. Les compteurs intelligents qu'Hydro-Québec va installer suscitent une certaine grogne. Au début du mois prochain, la Régie de l'énergie va se pencher sur ce projet d'Hydro-Québec d'installer 3,8 millions de compteurs sans fil d'ici 5 ans. 1 milliard de dollars environ ce projet pour l'ensemble du Québec. Mais il y a actuellement quand même 3 projets pilotes dans le quartier Villeray-Montréal, à Boucherville et dans la MRC de Memphremagog. Et déjà là, il y a de l'inquiétude, il y a des citoyens qui se mobilisent. J'en ai parlé un peu plus tôt avec mon collègue Michel Rochon, journaliste scientifique et médical. On l'écoute. D'abord, de quelles ondes parle-t-on, Michel? Bon,
Alors, c'est des ondes électromagnétiques. C'est très large, hein? Ça va de l'électricité qu'Hydro-Québec nous vend jusqu'aux rayons X, ces rayons gamma qui sont très dangereux, qui peuvent vous tuer. Alors, c'est des ondes, en fait, si on pouvait les voir dans la salle, ici, on serait aveugle parce qu'il y en a tellement, là, actuellement. C'est des ondes qui peuvent avoir de cette longueur-là, aller à cette longueur-là, là, dans le spectre du micro-ondes. Alors, ces ondes-là, on parle d'électrosmog quand on en a beaucoup à très faible puissance. Alors, chez vous, vous avez votre routeur, le Wi-Fi, votre téléphone cellulaire. On est bombardé de ces ondes-là. Bon, ce qui est très difficile, c'est qu'on est pris dans une espèce de dilemme. Quand on développe un médicament, par exemple, on va dépenser 100 millions. On va regarder s'il y a innocuité ou pas, si c'est dangereux ou pas. Mais quand ces compagnies-là fabriquent ces instruments-là et nous les donnent, ils ne sont pas tenus par aucune loi dans le monde à démontrer l'innocuité. Donc, on ne la connaît pas dans ce cas-ci. Ben voilà, c'est très dur comme journaliste scientifique, souvent quand je traite de ce sujet-là, parce que je n'ai que finalement une littérature qui est sporadique. Il y a des chercheurs qui trouvent quelque chose, il y a des chercheurs qui trouvent rien. Alors, on a de la difficulté à trancher. Et moi, ce qui m'intéresserait, ça serait... Il n'y a pas de norme, là. Non, alors la norme de Santé Canada, il faut que ça réchauffe les tissus. Bien, ça, c'est votre micro-ondes. Ça prend 1000 watts. Tandis que ces routeurs, pas ces routeurs-là, mais ces compteurs intelligents-là, ça peut être de l'ordre de 2,5 watts. Donc, c'est bien en bas de ça. Donc, mais on ne sait pas, parce que si c'est pour émettre 10 000 fois par jour, on va être bombardé continuellement, en plus de l'ensemble de l'électrosmog. Alors ça s'empile au fil des ans. Ça fait 15 ans à peu près qu'on commence à être éminemment bombardé. Puis il y a les gens, évidemment, de l'Association québécoise avec qui je m'entretenais, mais aussi de la Maison du 21e siècle, qui soulèvent des inquiétudes tout le temps. Puis là, il y a eu des débats ailleurs, hein, le Maine, la Californie. Faisons le tour rapidement de ces endroits. La Colombie-Britannique aussi. Bon, voilà. Alors, n'oublions pas que tout ça, c'est un grand vent mondial. C'est planétaire. Là. On en installe en Australie, en Nouvelle-Zélande. On en installe partout en Europe. Bon, il y a eu des contestations en Californie. Et là, il y a le Marin County et Santa Cruz, eux ont réussi à avoir un moratoire, tout simplement, on n'en installe pas, des raisons de santé et de sécurité. Parce que derrière ça, l'objectif, c'est qu'à toutes les secondes, on sait ce que vous consommez. Puis aux États-Unis, ce qu'on veut, là, c'est de charger plus cher pendant les pics électriques. Alors, aux heures de pointe, on veut charger plus cher. Alors, on veut savoir comment vous consommez pour changer les habitudes. Mais la question de la santé est également là. Au Maine, on a réussi, entre autres, à permettre aux citoyens de ne pas adhérer à ça. De refuser. Comme dans Villeray, il y a des gens qui refusent. Oui, alors voilà. Alors, eux, tout ce qu'ils ont, c'était payer à peu près 15 $ par mois pour ne pas... Oui, alors, de pouvoir se retirer du programme. Ouais. On conteste un peu partout actuellement, Colombie-Britannique, Québec. On se mobilise. En Colombie-Britannique, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des groupes de pression partout, comme on a au Québec. Les gens se posent des questions sur les effets de santé qu'on ne va pas répondre, malheureusement, de façon tranchée. C'est le principe de précaution qu'on adopte en Europe. Si on n'est pas certain, faisons des analyses, regardons ce que ça donne, en fait. Parce que la maladie principale, c'est l'électro-hypersensibilité. Ça, c'est reconnu, c'est diagnostiqué, ça existe. Ben, oui. Alors, on a un problème actuellement en laboratoire à confirmer que ces gens-là ressentent ça, mais ça fait partie des sensibilités chimiques. L'OMS reconnaît que ça existe. Pour avoir un diagnostic chez un médecin, on peut dire, vous êtes électrosensible. J'en ai interviewé, je suis allé en Suède, je suis allé en Ontario, j'en ai vu, j'en ai rencontré, ça existe. Ils ont des symptômes objectifs. C'est pas psychosomatique, là. Ben voilà, alors il y a tout un débat autour de ça. Alors, c'est pas encore tranché, c'est pas encore clair. Je parle maintenant de ce projet avec le directeur du projet Hydro-Québec, M. Georges Abiad. M. Abiad, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Êtes-vous sensible aux inquiétudes des citoyens, notamment même ceux qui disent de ne pas vouloir de ces compteurs intelligents dans leur maison, parce que certains compteurs se retrouvent à 60, dans Villeray, en tout cas, nous dit-on, à 70% dans les maisons, dans les cuisines ou les chambres à coucher. Oui, tout à fait. D'ailleurs, préoccupé dès le début du processus, vous savez, au moment même de sortir des appels d'offres, nous avons exigé aux soumissionnaires, dès le départ, de respecter toutes les normes et les standards et les règles canadiennes. Lorsque nous avons choisi le fournisseur, Landis+Gyr, nous avons procédé, avant même d'installer un seul compteur, nous avons procédé à des tests en laboratoire sur la mesure, sur le compteur, sur la santé. Donc, lorsqu'on a donné le feu vert pour commencer
l'implantation des compteurs, par exemple, à Boucherville, on savait déjà que les compteurs étaient bien en deçà des normes de Santé Canada lorsqu'il s'agit de l'émission de radiofréquence. Mais les gens disent que les normes de Santé Canada, je m'excuse de vous interrompre, mais les normes de Santé Canada, pour les gens qui s'inquiètent aujourd'hui, disent Santé Canada, puis même mon collègue Michel Rochon, on ne semble pas avoir les mêmes exigences pour ce genre d'appareil électronique qu'on l'a, par exemple, pour les médicaments. On n'applique pas le même principe de précaution. Et ces gens-là disent les normes européennes sont beaucoup plus rigoureuses. Il y a même un chiffre qui circule en disant les normes canadiennes, c'est 6 000 fois moins exigeant que ce qui est exigé en Europe. Donc, c'est peut-être pas une bonne référence. C'est-à-dire que lorsqu'on a regardé les références des normes européennes sont semblables aux normes canadiennes. Ça, c'est tout à fait faux lorsqu'on dit que les normes européennes sont plus sévères. Sont semblables. Les autorités qui donnent ces normes-là en Europe, partout en Europe d'ailleurs, les normes sont semblables aux normes de Santé Canada. Mais c'est contredit. Vous êtes contredit là-dessus par même des journalistes scientifiques ou même des experts. C'est-à-dire, le seul élément qu'on amène comme sujet, c'est qu'on dit qu'à Paris, ils ont choisi des normes différentes parce que ça n'avait rien à faire avec les radiofréquences, ça a à faire avec des tours de cellulaire que la ville de Paris avait demandé d'installer à des fréquences inférieures. Alors les gens ils disent, bon, en Europe, les normes sont... Mais les autorités qui donnent les normes, qui établissent les normes en Europe, ont les mêmes normes semblables à Santé Canada. Maintenant, il y a des gens aussi qui estiment, parce que ma première question c'était, allez-vous accepter que des citoyens refusent le compteur intelligent sans être pénalisés? Ouais. Écoutez, présentement, le compteur électromécanique à roulette, les fabricants ne fabriquent plus ce compteur-là. Alors, la standard dans l'industrie, c'est le compteur électronique. Alors, quand même qu'on voudrait mettre des compteurs électromécaniques, ça n'existe plus. Ce sont tous des compteurs électroniques. Dans le cadre du déploiement qu'on fait présentement, nous avons sur 20 000 compteurs eu 11 cas que les gens nous ont appelés. Ils nous ont dit, moi, j'en veux pas. Nous avons retenu ces ordres-là en attendant, puisqu'on s'en va à la régie. Le débat va se faire bientôt en février pour le projet. Alors, j'ai interviewé aussi au Téléjournal Midi M. Stéphane Belansky, qui est un technicien en électromagnétique, qui était mandaté par l'Association québécoise pour la lutte contre la pollution atmosphérique. Il a examiné quelques compteurs et voici les observations qu'il a faites. On l'écoute, puis on commente. On écoute. Je vois chez les citoyens, c'est des troubles du sommeil, des troubles de concentration. On va avoir des étourdissements, on va avoir de l'arythmie cardiaque dans certains cas, baisse du système immunitaire, donc les gens vont se sentir un peu plus fatigués, un peu moins bien. Et puis, quand on vient atténuer ces ondes-là, souvent, on va avoir une baisse des symptômes également. Alors, qu'est-ce que vous dites à ça? Écoutez, comme je vous dis, on n'est pas insensible à ces questions-là. Il n'en demeure que lorsque nous, on a regardé en termes de fréquence, lorsqu'on compare aux normes de Santé Canada. Encore une fois, nous sommes 100 000 fois inférieurs. Je vous donne un exemple par rapport au cellulaire, par exemple. La puissance des compteurs de nouvelle génération moyenne est environ 500 fois inférieure à la puissance moyenne d'un cellulaire. Alors donc, nous, au Québec, on a travaillé à l'intérieur des normes de santé qui sont établies et on constate, par exemple, que nous sommes 100 000 fois inférieurs à ce nombre-là. Ceci étant dit, comme je vous dis, le débat, la réflexion n'est pas terminée. Nous sommes présentement en voie de se présenter à la régie. Nous allons reprendre ça une fois que le dossier a été accepté. Au nom du principe de précaution, parce que justement, les opposants, vous dites que c'est 100 000 moins inférieur, mais les opposants disent qu'en Santé Canada, ce sont des normes de chaleur. Hein? Oui. Même Michel Rochon nous l'expliquait tout à l'heure, et que vous ne tenez pas compte des autres effets biologiques ou même neurologiques dans vos normes. Bien, écoutez, le débat à ce niveau-là, c'est comme vous, lorsqu'on regarde, on ne peut pas dire qu'il y a une ligne claire dans ce débat-là. C'est autant les gens qui disent que ça existe que ceux qui disent qu'il n'existe pas. C'est pas prouvé dans votre propre reportage. Je pense que votre collègue vous a dit que c'est pas nécessairement établi les autres effets. Nous, on se fie quand même sur les normes de Santé Canada. Oui, mais les gens vous disent, ceux qui s'opposent, puis en Europe, et même l'OMS en mai 2011, parlant de radiofréquence, disait qu'il y avait une possibilité de provoquer des gliomes, mais ça pourrait être cancérigène. Ça, c'est l'OMS qui le disait en 2011, là. Et donc, est-ce que vous êtes sensible à ça? Tout à fait, là. On ne dit pas qu'on n'est pas sensible, mais ça fait partie de notre travail. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une ligne claire par rapport à
est-ce que c'est établi, c'est cancéreux ou non, parce que sinon, on va Qui tout doit mettre... faire la preuve? On va tout mettre... Qui doit faire la preuve? Ben, les gens, les experts dans le domaine de la santé, là, et Santé Canada a émis le 16 décembre, ça fait 2-3 semaines de ça, Santé Canada a émis un communiqué dans lequel, spécifique sur les compteurs, en disant qu'il ne représente aucun danger pour la santé. Ce sont les experts dans la matière. Merci beaucoup, M. Abiad, porte-parole d'Hydro-Québec ce soir sur ce fameux dossier des compteurs intelligents. Merci. Merci. 11h21, tantôt, on jasait avec Jean Gagnon, notre chroniqueur autrement, qui nous parlait des compteurs intelligents d'Hydro-Québec. Et il a passé quand même une bonne partie de la chronique à parler des possibles effets nocifs pour la santé. Je pensais que de l'aluminium, c'est la tête. Là. OK, tu vas te mettre un casque en aluminium pour éviter les ondes électromagnétiques. Et pendant la pause, Martine, notre charmante Martine, répondait au téléphone et c'est un professeur de physique du Cégep de Sainte-Foy qui a appelé. Peut-être pour remettre les pendules à l'heure, on va lui parler en ondes. Monsieur Maxime Perrault. Monsieur Perrault, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, c'est quoi votre point au juste? En fait, mon point, c'est que quand j'entends des entrevues où est-ce que les compteurs intelligents au Québec sont attaqués sur le point du danger des ondes, ça me chatouille un peu parce que au niveau des ondes, malheureusement, même s'il y a d'autres raisons de s'opposer aux compteurs, au niveau scientifique, malheureusement, il y a absolument rien pour les craindre. Okay. En fait, je pourrais comparer ça en 3 points qui sont totalement majeurs au cellulaire. Un cellulaire, quand un cellulaire émet un signal, il doit émettre assez fort pour qu'une antenne qui est à plusieurs kilomètres capte encore. Oui. On peut être à 5 kilomètres ou plus d'une antenne et elle reçoit encore le signal du cellulaire. Donc, il doit envoyer un signal très fort. Alors que le compteur, il n'émet pas jusqu'au bureau d'Hydro-Québec, mais seulement à un releveur qui va se stationner chez vous. À quelques mètres. C'est ça. Au lieu de mettre ses raquettes pour aller en arrière de la maison, il passe en camion en avant et il va recevoir un signal. Alors, c'est un signal qui est beaucoup moins fort. Okay. Deuxième chose, un cellulaire doit émettre en continu. Une conversation, évidemment, on veut rien manquer. À chaque seconde, il y a des centaines d'informations qui sont transférées dans le signal comme tel. Alors que le compteur, semble-t-il, c'est une fois à la minute qu'il va envoyer en quelques fractions de secondes, sans doute, toute l'information que le releveur peut capter. Mais est-ce que l'accumulation de toutes ces ondes dans notre vie, on s'entend qu'il y en a plus qu'il y a 50 ou 60 ans, là, on vit maintenant, on baigne un peu dans les ondes électromagnétiques tous les jours. Est-ce que l'accumulation de tout ça, scientifiquement, est-ce que c'est prouvé que ça peut nuire à la santé des humains? Eh bien, comme ça, sur plein de choses, il y a des études qui prouvent que oui, des études qui prouvent que non. Okay. Alors effectivement, puis là, à la limite, c'est peut-être pas un physicien qui devrait dire ça. Il y a des médecins, évidemment, il y a un lien entre la physique, je veux dire, entre les effets des ondes sur le corps humain, mais si on compare les effets du cas qui nous occupe des compteurs aux autres effets, alors, même s'il devait y avoir un danger d'accumulation, c'est minime. C'est minime. En fait, c'est comme si on voulait je vais prendre un exemple, en fait ça me vient pas en tête, mais on veut se protéger d'un danger minuscule alors qu'on accepte des dangers gigantesques autour continuellement. Quelqu'un qui jonglerait avec des couteaux à steak et qui dirait un enfant touche pas au couteau à beurre. Là. Absolument, c'est un très bon exemple. Okay. Et un troisième point encore, quand un cellulaire envoie des ondes, on est collé sur le cellulaire. On a même le cerveau dessus. C'est ça, on a le cerveau à 1 centimètre, l'épaisseur du crâne en gros, là, à 1 centimètre du cellulaire, alors que le compteur, on n'est jamais plus proche que quelques mètres. Il est en arrière de la maison, on passe pas notre vie à côté du mur de... Moi, j'irais pas donner des bisous à mon compteur intelligent. Là. Moi, j'irais. C'est juste bête, là, mais c'est pas dangereux. Non, mais je veux dire, dans le sens où c'est rare où on va se coller la face dessus. Si vous faites pas ça, alors ça va bien. Okay. Alors effectivement, pour ces 3 raisons-là, et en passant la distance au niveau des ondes, pour tous les phénomènes qui sont liés aux ondes, l'intensité qu'on reçoit des ondes, elle décroît avec le carré de la distance à une antenne qui émet. Alors, ça commence à être compliqué, mais je vous écoute, oui. Ouais, c'est ça. Donc, si on est 10 fois plus loin de l'antenne de notre compteur que du cellulaire quand on parle, on reçoit déjà 100 fois moins de radiation. Okay. Alors, tout ça ensemble fait que, effectivement, sur le plan scientifique, les compteurs d'Hydro-Québec ne sont absolument pas un danger là, comparé à une dizaine d'autres appareils qu'on utilise régulièrement, dont le cellulaire qui est le plus gros. Ben, Monsieur Perrault, très intéressant. Merci beaucoup pour votre appel. Bien, ça fait plaisir. Merci, bonjour.
Très bon. Ouais, non, effectivement, je suis pas convaincu non plus. Mais Jean, en passant, n'a pas affirmé que c'était dangereux. Il a dit on le sait pas. Il y a des études là-dessus. Moi, c'est sûr que peut-être qu'à un moment donné, c'est l'accumulation de tout ça qui fait en sorte, mais ça, rendu là, il y a plus de cancer aujourd'hui qu'il y en avait avant, donc à quelque part, probablement que c'est notre mode de vie, c'est ça, c'est la bouffe, c'est ci, mais tu sais, est-ce qu'on va s'empêcher de vivre et d'évoluer pour ça? Je sais pas, là, tu sais, c'est des questions de société, mais effectivement, c'était assez pertinent et venant d'un professeur en physique, je pense que ça passe. Là. Moi, en tout cas, Martin m'a dit, veux-tu y parler? Je dis, oui, pourquoi pas. On vous parle maintenant de cette manifestation qui avait lieu simultanément à Montréal, à Québec et à Sherbrooke pour demander, un moratoire sur le projet des compteurs intelligents d'Hydro-Québec. Les manifestants demandent une commission d'enquête publique et indépendante pour évaluer les dangers liés à l'électropollution pour que chaque abonné du Québec puisse accepter ou encore refuser l'installation de ce compteur qui émettrait des radiofréquences sur sa propriété. La Société d'État, elle, a indiqué qu'elle répondrait aux questionnements du public lors des audiences qui seront tenues au cours des semaines à venir. Tout d'abord, François Drouin, le coordonnateur des actions de la Coalition québécoise de lutte contre la pollution électromagnétique, puis 2 personnes qui souffrent de cette pollution. C'est parti des compteurs intelligents, mais c'est parti de la base d'électro-hypersensibles qui vivent des problèmes de santé avec les compteurs intelligents, mais aussi avec d'autres technologies sans fil. Et donc, nous, on demande clairement au gouvernement de revoir leur position dans ce dossier et on leur dit qu'ils sont imputables. Le gouvernement du Québec est imputable devant la population des décisions qu'ils prennent actuellement. Et s'ils ne font pas attention maintenant, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été avertis par la population si des problèmes de santé surviennent dans le futur. Moi, mes symptômes, c'est que j'ai de la tachycardie, des serrements à la cage thoracique, mon système nerveux il est très atteint, j'ai aussi de la palpitation, la difficulté à réfléchir, la difficulté à penser. Le cerveau il est complètement... il fonctionne plus bien. C'est très grave, oui. Juste passer un événement d'un four micro-ondes, ça m'incommode. Fait qu'avec le compteur électrique, là, je pourrais pas vivre ça. Bonjour, mon nom c'est Éric Hamel, je suis libérateur. J'étais présent lors de la manifestation contre les compteurs intelligents d'Hydro-Québec à Sherbrooke. Et j'ai donné une entrevue pour la chaîne de TV, mais ils ne l'ont pas présentée. Alors, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée que je l'enregistre moi-même. Depuis 7 ans, j'apprends qu'est-ce que c'est l'énergie vitale. Et depuis 4 ans, j'enseigne aux gens c'est quoi l'énergie vitale, comment aller la puiser, comment l'amener où on en a besoin. Parce que nos maux, nos malaises, nos maladies proviennent tous d'un manque d'énergie vitale. Alors, l'énergie vitale, c'est quoi? C'est une énergie qui est électromagnétique. Et ce que j'ai découvert au fil des années, c'est que les micro-ondes, que ce soit four micro-ondes, ordinateur réseau sans fil et cellulaire, c'est toutes des ondes de type micro-ondes. Moi, ça fait 4 ans que je n'ai plus de cellulaire. Je l'ai jeté à la mer quand je me suis rendu compte de qu'est-ce que ça faisait à mon corps. Je suis électrosensible, ça veut dire que je ressens ces énergies-là. Et ça me cause, entre autres, des crampes dans mon corps. Et je ressens un stress quand je suis dans un environnement où il y en a trop. Et chez moi, j'ai désactivé complètement les réseaux sans fil et j'utilise le moins possible les réseaux sans fil pour pas que ça me passe à travers, parce que je le ressens vraiment. Ce que j'ai découvert, c'est que les micro-ondes, ça détruit l'énergie vitale. Alors, la science pourra jamais prouver que ça cause une maladie en particulier, parce que c'est pas ça que ça fait, ça cause une multitude de problèmes différents, parce que ça détruit l'énergie vitale. Alors, vous allez vous dire, c'est qui lui pour dire une affaire comme ça? Y a-t-il des preuves? Alors, oui, j'ai des preuves. La première, c'est une vidéo qui montre justement un compteur intelligent et où il y a des plantes autour du compteur
et on peut voir que les plantes sont mortes autour du compteur. Alors, ça montre à quel point ça tue la vie. Ça enlève l'énergie vitale. Aussi, il y a d'autres preuves. Vous pouvez prendre de l'eau, faire chauffer l'eau au four micro-ondes, la laisser refroidir et nourrir vos plantes avec. À l'intérieur de 2 semaines, vos plantes seront mortes. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau qu'il n'y a plus après l'avoir passé au micro-ondes? Ben, c'est l'énergie vitale. Alors, il y a un email sur mon site erichamel.com qui s'appelle « Le besoin d'eau et de lumière » et où vous pouvez voir que dans l'eau, il y a des biophotons. C'est de la lumière. Alors, c'est ça l'énergie vitale. Ça peut être vu grâce à un somatoscope. C'est un microscope qui grossit 30 000 fois. Alors, je vous recommande d'aller voir ça parce qu'il y a des photos. Il y a un lien vers un site qui s'appelle Water Alive qui permet de voir justement un slideshow sur les biophotons. Et on peut voir justement que ces unités de lumière-là, c'est hallucinant comment c'est beau. Ça s'ouvre comme une fleur en 8 étapes. Alors, c'est assez hallucinant la beauté de la création. Aussi, j'ai donné un atelier à Paris il y a 2 ou 3 ans et où j'ai eu l'occasion de tester un appareil qui mesure la quantité de micro-ondes qu'il y a dans une pièce. Alors, ce testeur-là, puis le email que j'ai écrit là-dessus, vous pouvez le retrouver sur mon site encore une fois. Ça s'appelle « L'amour, une énergie électromagnétique ». Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on était dans une pièce où c'était un vrai bunker. Il y avait même du métal dans les fenêtres et il n'y avait aucune onde qui était dans la pièce. Aucun cellulaire ne fonctionnait, réseau sans fil Internet non plus. Alors, quand on prenait l'appareil qui a une petite boule orange, on pouvait voir que la lecture, ça donnait 0,0. Alors, j'ai fait un test, j'ai mis mes mains sur la boule et je me suis mis à respirer. Parce que la respiration, c'est la pompe numéro 1 d'énergie vitale. Juste pour voir si l'appareil allait capter quelque chose. Alors, j'ai mis mes mains sur la boule et j'ai respiré 2 grands coups et je me préparais à envoyer beaucoup d'énergie d'un coup. J'ai même pas eu le temps. Mon attention a fait en sorte que je me suis ouvert les yeux et la dame qui tenait l'appareil, elle capotait parce que les chiffres de l'appareil lisait quelque chose. Les chiffres tournaient super vite. Alors ça m'a prouvé que l'amour, l'énergie vitale, c'est une énergie qui est du même type que les micro-ondes, mais c'est une énergie qui est naturelle, tandis que les micro-ondes sont artificielles. Alors ça entre en conflit et c'est pour ça que ça détruit l'énergie vitale. D'ailleurs, si vous demandez à quelqu'un qui est électrosensible, ils vont vous donner toutes sortes de symptômes différents. Il n'y a pas une personne qui a les mêmes symptômes. C'est pour ça que je vous dis qu'ils pourront jamais pointer que ça cause une maladie en particulier parce que ça cause une multitude de problèmes vu que ça détruit l'énergie vitale. Et comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont plus atteints que d'autres? Ben, c'est parce qu'il y a des gens qui ont plus d'énergie vitale que d'autres. Alors, ceux qui en manquent plus, ben, ils vont avoir plus de problèmes avec ça. Alors, pour terminer, si justement je peux vous donner des trucs pour ceux qui sont électrosensibles, c'est de respirer plus durant la journée. Plus que vous allez respirer, plus que vous allez pomper l'énergie vitale, ramener l'attention à l'intérieur de vous, ça va vous remplir d'énergie vitale. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc que vous pouvez faire, c'est de dire je remplis toutes les cellules du corps physique et l'espace entre les cellules d'énergie vitale et d'oxygène et qu'il en soit ainsi. Puis là, vous écoutez qu'est-ce qui se passe, vous allez sentir une vague qui va remplir votre corps. Alors ça va vous aider à combattre justement les effets négatifs des micro-ondes. Aussi, il y a un document qui s'appelle « Les 5 pas vers l'amour de soi » sur mon site. Et ça, en faisant chaque pas, ça va vous permettre d'augmenter votre énergie vitale à l'intérieur de vous. Alors ça aussi,
ça serait une chose que vous pourriez faire pour contrer les effets néfastes des micro-ondes. L'autre chose que j'aimerais mentionner avant de quitter, c'est que chaque cellule du corps physique communique les unes avec les autres par l'électromagnétique. L'électrique sert à envoyer, puis le magnétique sert à recevoir. Alors, les micro-ondes, ça vient interrompre la communication entre les cellules, et non seulement entre les cellules, mais aussi entre les organes. Et comme je disais tantôt, encore une fois, ça prouve que ça peut causer toutes sortes de problèmes différents. Je vous recommande d'aller regarder aussi une vidéo qu'il y a sur YouTube et qui s'appelle « De l'eau pure à l'eau vivante » qui explique justement que les bombardements électromagnétiques créent une eau morte, donc une eau qui n'a plus d'énergie vitale. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. There's the background levels. That's what it should be. It's over 2,000. That's what happens tomorrow. He went out this morning, he came back, he didn't do it. Live blood analysis and electrosmog. We can learn much by looking at our blood under a microscope.
This short video shows a macrophage, which is like a vacuum cleaner, engulfing bacteria among red blood cells. I decided to find out what my blood looked like. I pricked my finger, placed a drop of blood on a slide, and looked at it under the microscope. This is what I saw. The cells are round, some are separate, and a few are sticking together. Overall, fairly healthy-looking blood. This testing was done in a clean electromagnetic environment, and I did not eat or drink before or during testing. I then worked on a computer for 70 minutes and looked at my blood again. This time, the cells are sticking together like stacked coins. This is called rouleau formation. Later that day, I used a cordless phone for 10 minutes and looked at my blood again. And this is what I saw. Very unhealthy-looking blood. There are virtually no single cells. Most of the cells are now in rouleau formation. A doctor told me this is what she sees with cancer patients. What I learned is that my blood goes into rouleau formation when I use a computer or a mobile phone. This type of clumping interferes with the release of oxygen and the removal of waste products like carbon dioxide. The capillaries are so narrow that red cells must squeeze through in single file, showing the importance of their elasticity. What are the consequences of rouleau formation? Poor circulation resulting in lower oxygen transport to cells and reduced waste removal. What are the symptoms someone may experience? Headaches and fatigue, difficulty concentrating, numbness, tingling, and cold extremities, and possibly heart and blood pressure problems, including risk of stroke. What is the significance of this? Live blood analysis may be a good diagnostic for electrohypersensitivity. For more information about electrohypersensitivity, visit www.electrosensitivesociety.com. We are now entering the brave new world of smart meters. That means your electric meter will do so much more than just show how much electricity you use. The new smart meters are watching you. They sense all kinds of goings-on. They see when you turn something on or off. They see how many watts your electric toothbrush pulls. They send the record of that little event over wireless networks, bouncing through your neighbor's smart meters, all the way to the power company, where they keep record of all your electric consumption, volumes, and patterns every minute of every day, and store that data forever on computers that you'll never get to see. That data shows when you are at home, shows when you're sleeping, shows when you're on vacation, when you have visitors, when you use a lamp, a power tool, some extra computers, and if you look like you're running a business out of your home. It even senses when you bootleg energy off the grid. Your smart meter data shows a vivid profile of your personal living patterns and whether or not you were at home on the night of the murder. This is not electrical metering. This is personal surveillance. This is a search without a warrant every day. This is your personal private life going straight out through your electric meter to the power company, to the government, to the police, to the insurance company, to anyone who cuts a deal with your power company to look at your life under a microscope. Sorry, it's actually worse than that. People who don't cut a deal can get your information too by simply intercepting the wireless signal spewing from the side of your house. Yes, smart meters are radio transmitters. Here's how you tell. This one is a 1-watt radio station licensed by the FCC. On this all-news radio station, every detail of your electrical life is shooting off to some institutional data center somewhere. Already, the police in Ohio, Texas, British Columbia, and places I don't know about are regularly using smart meter data to pinpoint marijuana grow houses, enforce business licenses, and punish people for doing things in the privacy of their own homes that you were not supposed to do, but they wouldn't even know you were doing if they weren't spying on you. Your power company apparently gets to sell your personal life story to whomever it wants.
Any unusual power consumption pattern is considered probable cause to raid you for growing marijuana or running a computer server without a business license. This is about as Big Brother as it gets. Those friendly men with their truckload of smart meters are going door to door with something a little different than a Christmas carol. My personal opinion is that you and I need to demand that these things be taken off our homes. It is not possible for your power company to claim they have the right to install a surveillance device on your house. Smart meters are no different from wiretapping devices. And in case you didn't know, wiretapping is illegal in all 50 of the states and the federal territories. If you let your power company put a smart meter on your house, you may as well walk around all day with a Facebook helmet webcam pointed at yourself. They have convinced themselves installing smart meters is lawful by some reaching to the moon jive called implied consent. If you say they can change your meter, they pretend you consent even when you don't know really what they're doing. Here's a tip. Tell them they can't change your meter. They had no trouble billing you with the old meter. If you send them a notice by certified mail that they may not install a smart meter or any other surveillance device on your house, their implied consent goes out the window. I would do that if I were you. In fact, I did that, and I'm not even you. You can see a copy of my letter in the drop-down next to this video. You can copy and paste that into your word processor. Make sure and change the info into your own info. The post office will give you the certified mail slip. Those friendly guys on the sidewalk told me that they plan to put a smart meter on every house in America. If they do that, it will no longer be America. Les jours, vous le savez, Hydro-Québec a tenu conférence de presse pour venir rassurer la population que la mise en place éventuelle, à plus grande échelle et sur l'ensemble du territoire du Québec chez les consommateurs, de ces compteurs intelligents n'aurait pas d'incidence sur la santé publique et qu'il n'y avait rien à craindre. Pour nous en parler justement et voir comment on en est aussi sûr chez Hydro-Québec, on a le directeur du projet de lecture à distance d'Hydro-Québec, M. Georges Abiad. Bonjour, M. Abiad. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. D'abord, ça va passer, ça va marcher, puis on va avoir des compteurs numériques à distance. Hein? Je pense que c'est ça qui va arriver, oui. On va le souhaiter, du moins. Bien là, la façon dont c'est arrangé, ça a l'air que ça va passer. C'est arrangé, c'est-à-dire qu'on a quand même fait des exercices, des tests dans 3 endroits, un déploiement initial là, qui nous a prouvé et démontré que la technologie fonctionne très bien de bout en bout. Pour vous, c'est parfait. Est-ce que c'est vrai quand les gens et les consommateurs disent « ça me coûte plus cher », l'explication de M. Blain sur la façon de mesurer de façon plus restreinte, en des périodes plus courtes, fait en sorte qu'on est capable d'identifier vite les pointes et de ne pas pouvoir faire bénéficier l'ensemble de la consommation des 2 mois? Bien, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de si dans ce que M. Blain avait apporté. Oui. C'est-à-dire que nous, moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun changement dans la tarification d'Hydro-Québec. Le seul élément qu'on change dans ce projet-là, c'est la façon dont on ramasse les données, c'est-à-dire la façon qu'on va lire les compteurs. Aujourd'hui, on envoie un releveur chez vous, chez moi, et relève le compteur. Dans l'avenir, ça va être une lecture à distance. Lorsque la consommation, votre consommation, la mienne, est rendue dans nos systèmes, le traitement en arrière de ça, le traitement en termes de, que ce soit la confidentialité de l'information, le traitement qu'on met au niveau de centre de notre système client, de facturation, de tarification, il n'y a rien de changé. Non, les tarifs ne changent pas, juste la façon donnée. de tarification ne change pas. Mais vous êtes au courant davantage, et j'ai bien compris, que nos premiers mégawatts d'utilisation, nos premières utilisations, oui. On a une base à 5 sous, puis si on a des pointes, dans le mois, on peut être correct, mais si on dépasse, on est chargé à 7 cents. C'est ça que j'ai compris de lui. C'est-à-dire que... Donc, vous serez capable de le savoir davantage. C'est-à-dire que l'information, le compteur nous donne de l'information quand même beaucoup plus précise par rapport à aujourd'hui. C'est ce que je dis. Mais mon point demeure quand même qu'on n'a pas l'intention, ni de projet à ce stade-ci, de changer quoi que ce soit avec utiliser cette information-là à d'autres fins que de le garder dans le système mais de tarifier à 7 cents, clients. ce qui ne l'était pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui change à ce niveau-là. La tarification, la consommation... Mais son scénario à lui était bon, Blain, là. Il dit, si dans ton 2 mois,
tu n'as pas dépassé le 1800. Oui, mais dans le fond, ce débat-là, dans un premier temps, je vous le dis, dans le niveau de 30 éléments qu'il a parlé, on ne change rien de ça. Je ne touche pas à ça. On touche pas à ça. Ça, même si je le dépassais. On ne touchera pas à ça. On touche pas à ça. Juste la lecture qu'on fait. Pour le moment, on est mieux de s'arrêter à la lecture. On fait la lecture. C'est comme quand j'engage un gars pour jouer au hockey. Je dis, regarde, commence par jouer à la défense, quand ça sera le temps de planter du monde dans la bande, je te le dirai. Je vous le dis, à ce stade-ci, dans le système... Je suis d'accord avec vous, je fais la même chose que vous. Ce que je vous dis, non seulement dans le sens qu'on a des plans de changer ça. Aujourd'hui, à ce stade-ci, le projet, mon point demeure, c'est de remplacer la façon dont on fait la lecture. Ouais. Au lieu que ce soit une lecture faite manuelle, on la fait à distance. Il n'y a rien qui change. L'avantage, c'est plus précis. C'est plus précis. D'ailleurs, on a moins d'estimés. Il y a beaucoup d'avantages pour le client là-dedans. Là. C'est ça, là. Parce que des fois, il y avait de la consommation, une estimation sur 3 ou 4 mois. Exactement. Là, on a plus de consommation et moins d'estimés pour le client. Les clients qui ont des compteurs à l'intérieur de la maison, 70 à Montréal, on avait malheureusement des fois, on était dans l'obligation de faire des estimés. C'est-à-dire, on estimait sur l'hiver dernier, et là, la réalité faisait en sorte qu'une fois qu'on lisait le compteur pour de vrai, bien là, il y avait des changements. Plus doux. Donc là, ça change moins, là, dans le sens qu'il n'y a pas de facture additionnelle. Mais s'il fait plus froid, bien à ce moment-là, on va envoyer une autre facture pour le client, et c'est pas toujours pratique. Donc là, pour on le moment, consommation réelle. On va en savoir plus, parce que l'information, plus un système en a, plus il est en contrôle. Bien, on va plutôt dire que le système qu'on va mettre en place offre des avantages, comme je viens de dire, pour le client, mais aussi, éventuellement, les clients vont pouvoir, comme c'est le cas aux États-Unis, en Colombie-Britannique, par exemple, ils ont le même système, un compteur intelligent, où les clients peuvent, à ce moment-là, suivre leur consommation chez eux. Vous allez être en mesure de voir, avec une pédule que vous mettez sur votre mur, combien votre frigidaire, évidemment, il faut que les équipements soient compatibles, mais vous pouvez voir à ce moment-là où vous consommez, où votre électricité va, et ça va vous permettre de réduire votre facture. Ailleurs, où il y a ça, les gens ont-ils le choix d'accepter ou non ce type de conversion-là? C'est-à-dire qu'ailleurs, présentement, au Canada, il n'y a pas le choix, on n'a pas le choix. On peut-tu ne pas vouloir ça? L'électromécanique, le compteur, il n'existe plus. Okay? Non, donc, mais votre affaire, la bidule à radiofréquence? La bidule à radiofréquence qu'on a présentement, c'est l'électronique qu'on a, et on n'a pas le choix. Donc, il n'y a plus de compteur électromécanique. C'est tout du compteur électronique. OK? Il ne se manufacture plus, l'ancien compteur. Je comprends. Okay. Mais peux-tu ne pas en avoir? Mais là, présentement... J'ai-tu le choix? Présentement, dans le projet que nous avons, la phase initiale de déploiement, on a les gens qui nous ont contactés pour nous poser des questions là-dessus. On les a rencontrés et la grande majorité de ces clients-là ont accepté, une fois qu'on a expliqué qu'on était bien en deçà de normes de Santé Canada, 100 000 fois inférieurs, qu'il n'y avait aucun danger pour la santé, la très grande majorité des gens ont accepté. Il en reste 11 cas, 11 personnes qui nous ont dit qu'ils sont sensibles à la radiofréquence. Nous avons décidé de retenir l'ordre de travail. On va passer à la régie bientôt, comme vous avez pu voir par M. Blain. On va passer à travers le processus et après ça, on va voir. Notre objectif, c'est de faire bénéficier tous les Québécois et les Québécoises de cette technologie-là parce qu'il y a des économies, il y a des avantages pour les clients à l'ensemble, pour l'ensemble de notre clientèle. C'est une technologie qui est rendue le standard dans le monde et on doit le bénéficier. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas là pour faire mal aux citoyens. Si on faisait la preuve qu'il y a un lien causal entre votre installation de radiofréquence et la santé du consommateur. Ce travail-là, M. Mongrain, a été fait à la base. Avant même qu'on installe un seul compteur, nous avons tout vérifié, tous les éléments de radiofréquence, santé. Nous avons tout fait ça. Ça veut dire que ceux qui sont malades de ça, ils sont malades dans la tête. C'est pas ça que je dis. Je dis, nous, là, on a suivi, notre rôle, on a suivi au niveau de Santé Canada, c'est quoi les normes. Santé Canada a mis un avis il y a 3 semaines de ça, dans lequel ils disent, les compteurs intelligents, c'est pas un avis général, là. Puis il n'y avait pas des peut-être aussi. C'était sans équivoque. Il n'y a aucun danger pour la santé publique. Et vous souvenez-vous, je ne sais pas quel âge vous avez, mais souvenez-vous, il y avait des publicités en ondes qui disaient, même les médecins fument du Maurier. Je comprends ce que vous dites. Non, je pas ça. Ce que je veux dire? Si on n'était pas conscient. On devenait un homme quand on fumait. On était quelqu'un d'important si on fumait. On a tout pogné du cancer de la gorge. Je comprends, M. Mongrain. Si on arrive à cette conclusion-là, il faut enlever les 120 millions de compteurs qui existent dans le monde comme ça, à ce moment-là. Okay. Ça, c'est sûr, on va suivre ça, nous autres. Vous allez le suivre? Si on arrive à cette conclusion-là, les 120 millions au monde, il faut l'enlever à ce moment-là. Il y a un genre de compteur qui est installé chez moi en juin dernier, de nous dire une dame, en 3 mois, voici les résultats. En septembre, l'un de mes chiens a reçu un diagnostic de cancer. 2 mois plus tard, idem pour son 2e chien.
Elle n'a pas encore passé à ça. J'ai alors appelé Santé publique. Un médecin m'a demandé s'il y avait eu des changements majeurs dans mon milieu de vie. Après réflexion, seul le compteur était un nouvel élément. Même si nous sommes incapables d'établir le lien direct, il reste que tout pointe vers cela. J'ai demandé à Hydro-Québec d'enlever ce compteur. La réponse, hors de question. Mme Fecteau qui nous dit ça. Oui. Vous la connaissez? J'ai parlé avec Mme Fecteau moi-même. Elle m'a appelé la semaine dernière, puis j'ai dit, je ne comprenais pas trop... Ces deux chiens ont pogné le cancer. Oui, écoutez... C'est pas des hydro-cancers qu'ils ont eu, là. Ils ont le cancer. Elle a dit, c'est la seule affaire qui a changé dans notre vie. C'est ça, non, je comprends, mais il y a 700, 800 000 compteurs semblables au compteur que Mme a présentement. Ça fait une dizaine d'années qu'il existe au Québec. Alors, et ils sont très, selon les normes de Santé Canada, en deçà des normes de Santé Canada. Donc, à ce niveau-là, nous, notre rôle et responsabilité, c'est de s'assurer que les compteurs sont conformes à Mesures Canada, à Santé Canada, la communication. Donc, on s'assure que ça reste à l'intérieur de ça. Je comprends. Mais, vous ne changerez pas son compteur. S'il y avait une preuve, mettons là qu'il y a un spécialiste mondial qui vous arrive et dit il y a une incidence sur la santé. On est dans le trouble, là. On recule. Avez-vous un plan B? C'est-à-dire que, comme je vous dis encore, je reviens là-dessus, si jamais il y a une preuve éventuellement dans le monde qu'il arrive quelque chose, malgré que là, on est 100 000 fois inférieur à Santé Canada, tout ça, mettons que tous les spécialistes... C'est ma norme. Mettons, tous les spécialistes de ce monde se sont trompés, là, par rapport à ça. C'est déjà arrivé. Je viens de vous dire, là, c'est les 108 millions de compteurs qui sont dans le monde. 1 milliard dans la poubelle, on oublie ça, avez-vous un plan B? C'est-à-dire que là, toute l'industrie va devoir avoir un plan B. Il faut trouver d'autres compteurs. Nous autres, à Hydro, étant donné qu'on est souvent meilleurs, nous autres, on est meilleurs dans tout. Vous savez ça au Québec? C'est-à-dire Hydro, là, c'est un fleuron. Je ne dis pas, là. D'ailleurs, ce que je vous dis là-dessus, c'est que nous avons quand même fait tout un travail au niveau de tester cette technologie-là. Nous l'avons essayé en laboratoire avant de l'installer chez nos clients et ça fonctionne. Et c'est selon les normes de Santé Canada. Et ceux qui sont électrosensibles et qui ont une grande sensibilité, vous leur dites quoi? Mettez-vous présentement, à ce moment-ci... Mettez-vous au gaz? Vous savez, pour le... Ce qu'on fait présentement, M. Mongrain, comme je vous dis, les 11 personnes qui nous ont contactés, qui nous ont dit ça, on a retenu l'ordre de travail. On va attendre de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la régie. Donc, vous leur donnez faut que je réconcilie. Oui, on n'a pas forcé le changement, mais il faut réconcilier le fait qu'on n'a plus d'électromécanique, on s'en va vers l'électronique. Je comprends ça. Fait comment on va faire? Alors, c'est certain qu'on va... nous sommes convaincus qu'avec notre plan de communication, on va convaincre la grande majorité de nos clients. On va communiquer avec nos clients, on va expliquer comment c'est. Cette technologie-là est selon les normes. Maintenant, s'il reste des cas particuliers à vérifier, à regarder, on va regarder ça. Ça, c'est certain. On n'est pas insensible à ça. Bon. Mais ce que je vous dis pour le moment, il faut que le processus est en marche. On va continuer le processus. Je comprends bien. Merci. Mais c'est une technologie qui s'en vient, là. Ah non, moi, je suis sûr que ça va passer, hein? Bien. Ça va passer? Ben, on souhaite, moins. Un visage, c'est vrai, ça? Écoutez, nous, on respecte tout le processus réglementaire, on respecte parfaitement. Mais juste un gars, c'était une maudite job, hein? Un gars qui décide de tout ça? Un assesseur? Le seul élément que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'on a quand même reçu presque 1000 questions de la régie et des intervenants. Plus d'une dizaine d'intervenants à la régie qui ont regardé ce dossier-là. Ça fait 6 mois qu'il est à la régie. C'est beau. Il a été regardé, non, ce que je veux dire, il a été regardé de tout bord, de tout côté. Beaucoup de questions qu'on a reçues de tous les intervenants, incluant l'association dans laquelle M. Blain il est. Et donc, on a hâte de commencer bientôt les audiences. Combien de fois par jour, moi, là, quand je vais l'avoir, le mien, vous allez avoir un bip, là? C'est intermittent, c'est une fois. Le nombre de fois est vraiment pas important pour calculer par rapport au nombre de santé. Mais c'est 60 millièmes d'une seconde par minute. 60 millièmes d'une seconde. Par minute? Mais à toutes les minutes, il va y avoir un bip? C'est un battement de 60 millièmes d'une seconde. Bip! Ça passe vite, je suis là, c'est ça. Merci beaucoup, Georges Abiad, directeur des infrastructures de mesurage avancé. C'est le même qu'on appelle ça? Ça va, ça. Ah, je l'ai eu. Merci. Encore résiste au fait d'accepter qu'il y ait des maladies environnementales. Et pourtant, il ne faut pas être grand clair pour se rendre compte qu'effectivement, nous faisons partie d'un écosystème et qu'il influe sur nous comme nous influons sur lui. Dominique Bellepomme est docteur, cancérologue à l'Université de Paris. Il se spécialise auprès de gens qui sont malades et qui sont électrosensibles, et donc qui sont, comme Mme Eppel, qui vient de nous faire témoignage, touchés par cet environnement, des micro-ondes, des radiofréquences, etc. Bonjour, docteur Bellepomme. Bonjour, cher monsieur. Dites-moi,
Est-ce que vous passez pour un marginal dans votre spécialité? Non, absolument pas. Je suis professeur de cancérologie à l'Université de Paris, connu dans beaucoup de pays européens, et il est clair que les travaux que nous réalisons en France sont des travaux qui sont maintenant internationalement connus et qui sont, si vous voulez, reconnus comme scientifiquement valables par, je dirais, une grande partie de la communauté médico-scientifique internationale. Donc, quand quelqu'un ici au pays, chez nous, à Montréal, au Canada, se fait dire que sa sensibilité aux ondes est plutôt psychosomatique, dans sa tête seulement, probablement qu'on manque d'ouverture d'esprit à l'accueil du témoignage de ces gens. Tout à fait. Alors, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème de l'électrosensibilité en général, mais je vais revenir sur la définition exacte, c'est un problème mondial et que, effectivement, comme c'est une pathologie nouvelle, si vous voulez, il y a encore une grande partie du corps médical qui dénie ou ne reconnaît pas l'existence de cette maladie. Mais dans certains pays, en particulier la Suède, l'Allemagne, la Suisse, la France, maintenant, il est évident que la communauté médico-scientifique évolue et qu'il y a une partie croissante du corps médical qui reconnaît maintenant la maladie. Pour vous dire un chiffre, quand j'ai commencé à m'occuper de ces malades intolérants au champ électromagnétique il y a à peu près 2 ans, alors que ça n'était pas ma spécialité directe car je suis professeur de cancérologie, mais que je ne pouvais pas, au nom du serment d'Hippocrate, laisser sur, si j'ose dire, le quai de la gare des malades qui étaient atteints d'une infection que je jugeais sérieuse et véritable. Donc, si vous voulez, il est clair que maintenant, dans ma consultation, c'est un médecin, un malade sur 3 qui est adressé par un médecin généraliste ou même neurologue ou voire psychiatre qui m'adresse ces malades. C'est pour vous dire qu'il y a une reconnaissance croissante du corps médical vis-à-vis de cette maladie. Alors, c'est lent, bien sûr, mais je peux vous dire qu'en 2 ans, il y a eu vraiment un énorme progrès qui a été réalisé en France en tout cas. Donc, cette dame dont vous avez entendu le témoignage, c'est plausible, possible, voire même vrai ce qu'elle nous raconte au fait de dire lorsque je côtoie un appareil qui est un cellulaire, qui est un four micro-ondes, j'ai des influences sur moi, sur mon comportement, ma santé, des nausées, des étourdissements, etc. C'est possible. Ce qu'a décrit cette malade, c'est tout à fait ce que ressentent beaucoup de patients dans le monde actuellement, où il y a le développement donc des technologies, des champs électromagnétiques. C'est évident, les symptômes qu'elle décrit sont absolument réels et ça n'est pas une maladie psychiatrique. Il est clair que, si vous voulez, ce sont de vrais malades qui ne sont pas des simulateurs et ça n'est pas une maladie psychologique ou psychiatrique, tout simplement parce que nous avons maintenant mis au point des tests biologiques qui nous permettent de voir que dans le sang de ces malades, il y a une augmentation d'un certain nombre de protéines particulières qui traduisent une souffrance du système nerveux et en particulier du cerveau, et que par ailleurs, en utilisant des techniques d'investigation au niveau du cerveau qu'on appelle un échodoppler cérébral pulsé, on est capable de mettre en évidence dans certaines zones du cerveau, chez ces malades qui se disent être électrosensibles, des zones où il y a un flux vasculaire, c'est-à-dire une diminution de la vascularisation au niveau du cerveau. Et on sait que lorsqu'il y a une diminution du sang, du flux sanguin qui arrive dans le cerveau, vous avez moins d'oxygène, et quand il y a moins d'oxygène, vous avez un risque de mauvais fonctionnement, voire de mort de certaines cellules du cerveau. Alors, quand, si vous voulez, ces cellules qui fonctionnent mal ou qui meurent ne sont pas des neurones, sont des cellules qui sont à côté des neurones, qu'on appelle les astrocytes, eh bien, à ce moment-là, c'est pas trop grave parce que, avec le traitement, on est capable de faire récupérer ces cellules qui meurent. Mais lorsque ça concerne les neurones, c'est-à-dire les cellules nobles de notre cerveau,
on sait que ces cellules-là ne sont pas capables de se diviser, et donc là, la mort est irréversible. Et à ce moment-là, on entre dans la maladie d'Alzheimer. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pathologie d'électrosensibilité, si on continue à être exposé aux champs électromagnétiques, on finira un jour ou l'autre, malheureusement, par entrer dans une maladie qui ressemble à une maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire une espèce de démence, si vous voulez, mentale. C'est la raison pour laquelle il faut à tout prix chez ces malades-là, dont en particulier la femme qui a décrit ce qu'elle ressentait, d'une part, mettre le plus tôt possible un traitement en place, et par ailleurs, bien sûr, prendre des mesures de précaution pour se soustraire des champs électromagnétiques. Mais vous savez comme moi, docteur, que la façon dont notre système de consommation, notre capitalisme, notre univers est bâti, il faut créer ou trouver un lien causal entre la maladie comme telle et les effets que pourrait avoir sur nous notre environnement, de sorte que tout repose là-dessus. La médecine le reconnaît mal, l'assureur ne le reconnaît pas, etc., etc. Alors, on a un problème majeur. Cher monsieur, ça n'est pas tout à fait vrai, je vais vous dire pourquoi. D'une part, nous avons maintenant prouvé le lien causal, nous sommes en train de le publier, nous avons mis au point un test de stimulation électromagnétique où nous reproduisons la maladie chez les malades, si vous voulez, en les soumettant à des champs électromagnétiques. Donc maintenant, si vous voulez, le lien causal n'est pas prouvé parce que la plupart des études sont des études épidémiologiques qui, par définition, ne peuvent pas prouver un lien causal, car ce sont des études qui peuvent au plus montrer un lien associatif. Mais si vous prenez les malades et que, comme nous le faisons, et que nous les investiguons avec des tests biologiques, nous pouvons prouver le lien causal. Il est clair que de toute façon, ces malades qui sont de plus en plus nombreux dans tous les pays du monde qui utilisent des technologies électromagnétiques, il est évident que ce n'est pas tombé du ciel, ces maladies-là, qu'il y a bien une cause. Or, il est évident que lorsqu'on parle d'électrosensibilité, on est déjà sur la voie, ne serait-ce qu'en disant que c'est au moins des courants électriques, si vous voulez, qui sont en cause. En terminant, excusez-moi docteur parce que le temps file, les presses, mais en terminant, est-ce que vous diriez à tout citoyen, à tout individu, d'être prudent avec les rayons, même s'il n'était pas reconnu comme étant hypersensible ou sensible? Mais il est évident, si vous voulez, en Europe, il y a aujourd'hui 1% de personnes qui se disent électrosensibles. Les prévisions, c'est 10% de la population qui deviendront électrosensibles. Il est évident aujourd'hui, si vous voulez, que les précautions sont à prendre. On les connaît, ces précautions. Une fois sur deux, c'est lié au téléphone portable, si vous voulez, qui, lorsqu'on l'utilise plus de 20 minutes par jour, si vous voulez, et pendant une période de temps prolongée, finit par induire une électrosensibilité. Même chose, ce qu'a dit cette dame, quand on habite à côté d'un transformateur électrique ou d'une ligne à haute tension ou à côté d'une éolienne, il est évident qu'on peut devenir électrosensible. Donc si vous voulez, il y a des mesures de précaution à prendre. Et il est clair que ce sont de vrais malades et que maintenant nous avons l'explication de la maladie et la preuve que c'est bien lié au champ électromagnétique. Merci, Dr Bellepomme, de votre disponibilité. Nous allons refaire affaire avec vous très certainement. Merci beaucoup de vos lumières. Je vous en prie, au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Dominique Bellepomme. Magnétisme, d'ondes, de champs magnétiques, d'électricité. Et pour en parler, j'ai un technicien avec moi qui est en hygiène électromagnétique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Stéphane Belensky qui est avec nous. Bonjour, M. Belensky. Qu'est-ce que c'est ça, l'hygiène électromagnétique? L'hygiène électromagnétique, c'est que notre société technologique nous amène une exposition vaste de différents champs électromagnétiques. Donc maintenant, plus le temps avance, plus les indépendants, puis beaucoup de recherches qui disent qu'il y a peut-être un effet biologique probable. Donc on veut être prudent en attendant qu'on ait une preuve hors de tout doute, une preuve médicale qui pourrait y avoir des effets de santé. Donc on va faire attention aux technologies qu'on utilise. Okay. Peut-être. Déjà, il y a un mot, peut-être. Mais il ne faut pas dénigrer cette affaire-là. C'est potentiellement un risque. C'est un élément, en tout cas, qui vient s'ajouter à notre écosystème personnel et qui est en relation avec nous. L'électricité, par exemple. Voilà, il y a un élément naturel qu'on va retrouver partout sur la planète. Les éclairs sont un excellent exemple, les tempêtes solaires. Ouais. Mais ça, on est habitué d'être là-dedans. Maintenant, avec nos sans-fils, nos champs magnétiques, nos lignes de distribution, on vient mettre des champs électriques artificiels, électromagnétiques artificiels dans notre environnement, pas juste les humains, mais la planète en entier maintenant, avec 900 satellites, par exemple, en orbite. Et puis ça, ben là, on se pose des questions parce que l'augmentation depuis les dernières années est exponentielle. Donc, comment la biologie va fonctionner là-dedans, comment notre planète va fonctionner là-dedans,
c'est la question que se posent énormément de gens, à un tel point où on va avoir des gens comme moi qui vont faire ce métier-là. Bon, ça, vous mesurez ça pour que l'on sache dans quel environnement nous vivons, admettons, à domicile, ou au travail, etc., etc., etc. Voilà. Moi, je ne tombe pas sans connaissance devant mon micro-ondes quand je fais réchauffer mon café, là. Mais il y a des gens qui sont hyper sensibles à ces rayons-là. Est-ce que c'est véritable ou si c'est somatique? Ou... La polémique est là. L'Organisation mondiale de la santé a fait des études et puis ils disent qu'il y a 3 à 8 des gens qui seraient potentiellement électrosensibles. Et moi, dans mon métier, c'est sûr, les gens qui m'appellent, c'est des gens qui ont la santé plus faible. Donc là, je vois une amélioration sur le terrain. Le feedback que j'ai de mes clients, souvent, il est fantastique. Maintenant, hors de tout ça, je ne suis pas médecin, on peut pas... Donc, le lien causal n'est pas établi de façon irréversible. Il y a radiation et hors de tout doute, il y a une influence sur la bonne ou la mauvaise santé de l'organisme. C'est pas établi comme ça. C'est pas établi, mais il y a quand même des traitements médicaux qui existent à très, très faible intensité qui sont démontrés avoir un effet bénéfique. Tout à fait. Donc, si on fait ça hors contrôle, ben, on pourrait avoir également des effets qui est plus difficile. Ben, je pense, par exemple, à la radioactivité. Ça peut soigner un cancer et ça peut tuer une population. Voilà. Un verre d'eau, c'est essentiel pour la vie, mais on peut s'y noyer. On peut s'y noyer. OK. Hey, là, vous avez des machines, vous avez de l'air d'un Ghostbuster. Je m'amuse, Je suis excité. C'est quoi ça? Ça, c'est un détecteur de haute fréquence. C'est ce qu'il est utilisé, entre autres, pour évaluer les compteurs sans fil. On a une sonde ici, puis on va avoir une lecture de densité de puissance. Les compteurs d'Hydro-Québec, vous êtes capable de mesurer ce qui se dégage dans le rayon radiofréquence électrique pour aller le mesurer, prendre la prise. Voilà. Ce qu'ils sont en train de nous installer, les micros intelligents. Voilà. Donc, de plus en plus, les gens vont m'engager pour évaluer l'impact, non seulement à l'extérieur où est-ce que le compteur, mais aussi, il y a beaucoup de compteurs à l'intérieur des domiciles. Okay. Donc, quel est l'impact intérieur et extérieur? Mon téléphone? Un autre exemple. Il paraît que c'est dangereux, il faut sortir ça de la chambre, il faut se mettre ça loin. Si il ne faut vous pas lisez mettre ça sur ma hanche parce que je vais arrêter d'être grand-père. Bien, si vous lisez vos instructions, c'est bien mentionné de ne pas coller ce dispositif-là à votre corps. Le manufacturier l'indique. Ben oui, mais ils me vendent un étui qui est fait pour coller à mon corps. Voilà. Mais il y a une petite distance prudente, donc faites bien. Oui, selon le manufacturier pour les effets thermiques. OK. Là, quand même. Faut pas charrier. Maintenant, tu sais... On ne peut pas être malade à aller voir mon grain. Pas, là. J'espère que non. peut pas être malade en pesant sur LCN, mon grain, voyons donc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah! Mon Wi-Fi! Oui, ça, c'est une exposition beaucoup plus notable. Oui, le routeur. Fort, ça? Oui. C'est relativement fort pour la santé. Micro-ondes? Pour le micro-ondes aussi, on va détecter des bonnes doses dans le micro-ondes parce que tous les micro-ondes fuient. Allumez-moi ça. Je suis sûr que je vis dans un environnement tout à fait équilibré et normal. Vous entendez un peu l'électrosmog ambiant qu'il y a ici dans le studio. Bon, on s'entend qu'il y a des émetteurs autour de nous quand même. Là. Et ça va varier selon où on est. Rester ici, moi, là, ou ben non, m'en aller? Ah, ça, c'est à vous de juger. Moi, je peux juste vous donner les mesures. Ouais, mais voyez-vous, à mesure que je me déplace, je vais avoir des points où est-ce que j'en ai plus. C'est quand vous vous approchez de moi que ça va? Non, vous êtes plutôt tranquille. C'est comme un aspirateur, même, on dirait. C'est comme un aspirateur? Ah, c'est bon. Dites-moi... quelle est la norme acceptable là, dans un milieu ambiant de travail ou ici? Là? On est-tu hors norme? Ça dépend sur quelle norme que vous voulez vous comparer. Si on se compare aux normes de Santé Canada, il n'y a aucun problème. Tant que vous ne commencez pas à chauffer à distance, c'est correct. Moi? Oui. Moi et vous. Et... Quand je me fâche, je me réchauffe. Ah, mais c'est différent. OK, c'est pas chauffer de même. Oui. Okay. Le routeur qu'on a ici? Votre beau routeur, effectivement. C'est d'ailleurs une des électrosmogs qu'on va détecter ici. Le routeur, pour fonctionner, c'est pas compliqué. Si l'information passe par un fil, on la fait traverser dans l'air et vous avez un champ électrique sur la peau et sur tous les objets. On a des effets de réflexion. Donc, on va avoir toutes sortes d'effets de rebondissement. Ça, c'est puissant? C'est un élément qui dégage beaucoup, ça? On va le mesurer très élevé, oui, dans les études. Micro-ondes? Micro-ondes, ils fuient tous. Donc, souvent, c'est par la porte. Donc, quand on va partir un micro-ondes, normalement, on va pouvoir entendre là, les ondes sortir de là. Donc, voilà. Si je peux m'éloigner dans la pièce, là, on va l'entendre pas mal partout. Donc, on vient remplir la pièce d'une autre dose de micro-ondes. Pas bon, ça, là? T'en es-tu trop? C'est élevé. Il faut que je change d'échelle de mesure ici là, pour pouvoir prendre les lectures. Je suis au maximum. Il faut que je passe un atténuateur. C'est pas dangereux, là, nécessairement. Bien, ça chauffe à distance. C'est fait pour chauffer les molécules d'eau. Et on est composé à plus de 70 d'eau. Donc, je laisse pas de vent. Voilà.
Je regarde pas mon roast beef cuire pendant 1h15. Non, il ne faut pas l'accompagner. OK, parfait. Quels sont les autres appareils que vous avez ici? Ici, c'est un analyseur de spectre électromagnétique. Donc, c'est pour voir quel type de fréquence dans une plage donnée je vais avoir en présence. Donc, ça m'aide à faire mes diagnostics, entre autres. Quand vous parlez de diagnostic, c'est de l'espace ambiant et de l'environnement, pas sur la personne. Pas sur la personne, mais en fait, c'est le champ électromagnétique qu'on peut pouvoir lire sur la surface de la peau, parce que c'est une exposition personnelle qu'on veut déterminer. OK. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un appareil qui va se brancher avec d'autres pour faire de l'enregistrement continu pour des champs magnétiques et électriques, mais basse fréquence. C'est-tu ce qui est utilisé pour les compteurs intelligents? Entre autres, j'y combine. J'ai amené les... Ça, c'est quoi? C'est une antenne? Une antenne différente directionnelle pour voir d'autres types d'expositions, analyser les sources. Moi, je dégage-tu? Non, les appareils que j'ai en ce moment... Ça ne mesure pas le champ magnétique des êtres humains, parce qu'on l'a tous. Oui, oui, absolument. On a un très petit champ magnétique au niveau du cerveau. Votre système nerveux fonctionne à 0.65 millivolts DC, différence de potentiel dans les synapses, dans les nerfs. Donc, d'ailleurs, à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on faisait des tests avec des grenouilles. Fermez les dents, on va se faire croire qu'il n'y a rien. Voilà. Sans odeur ni saveur, ça va bien. Formidable. Hein? La paix. Il n'y en a plus. L'évolution, quand même, a un prix. Il faut être prudent. Vous, votre job, êtes-vous tout seul à faire ça? Bien, au Québec, de façon passionnée comme ça, avec les instruments, je me tiens à jour. J'ai fait plus de 600 expertises. À ma connaissance, je suis vraiment le seul qui peut faire ça. Moi, mesurer quelque chose, c'est une affaire. D'écouler de la mesure une conclusion, c'est une autre histoire. Vous prenez ma pression, je dis je fais 70 sur ou 140 sur. OK, je le sais, parfait, mais ça ne veut pas dire que je suis à risque et ou en danger ou que je vais faire une crise cardiaque ou j'ai un problème. Voilà. Puis souvent, l'inquiétude, c'est pire que d'autres choses. Ça va vous même modifier votre rythme. Donc, il faut regarder ça quand même objectivement, mais dans une approche de prudence, toujours. Dans vos expertises, il y a des gens qui font appel à vous parce qu'ils se disent « Moi, je file pas, je dors mal. Je suis malade, je suis étourdi. » Le plus grand de ma clientèle, c'est ça. Parce que la prévention, de plus en plus de gens vont m'appeler pour la prévention, mais la plupart de ma clientèle sont déjà fragilisés, puis ils veulent éliminer cette source-là, parce que souvent, puis d'ailleurs, ma moyenne de bâton est bonne, parce que la plupart des gens, ils ont déjà éliminé toutes les autres sources. Ils ont vérifié l'alimentation, ils ont passé des brain scans, ils ont été voir, même une fois qu'ils n'ont rien trouvé physiquement, ils vont voir le psychologue, parce qu'ils ont dit c'est dans ta tête. Puis le psychologue, à un moment donné, il dit on a tendance à penser ça. Je vois plus rien. Je ne ris pas de ces gens-là. Oui, non, c'est normal. Puis là, après ça, là, il se dit quel moyen qui me reste? Mais moi, je passe juste avant l'exorciseur, normalement. Fait que là, on fait venir un Ghostbuster moderne pour voir les champs électromagnétiques artificiels. Je trouve des doses élevées, on atténue. Oh, je reçois un téléphone pas longtemps après. Est-ce que vous venez leur donner une pseudo-réponse? Ah oui! Ah oui. On atténue et ça va mieux. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue dans cette branche-là. Puis j'aimerais ça être suivi par des médecins indépendants qui pourraient attester de ça, qu'on pourrait vérifier le processus au complet. Vous savez que vous touchez une zone, il y a une ligne là, tu sais, dans l'ésotérisme, il y a une ligne dans le psychosomatique, il y a une ligne dans, je sais pas moi, l'exploitation de la candeur et de la naïveté. C'est touché votre affaire, vous là. L'effet placebo dans les médicaments. L'effet placebo des médicaments. Aussi. C'est partout, c'est propre à l'être humain. Donc, il faut faire attention de ne pas discarter inutilement ce genre de choses-là en mettant... Mais en même temps, il faut demeurer... objectif, puis on fait des études le plus objectif possible, quoi. Et la science vous rejoint-elle dans vos conclusions? En ce moment, moi, j'ai fait beaucoup d'études. J'ai un dossier de presse impressionnant. La science nous appuie. L'Organisation mondiale de la santé vient de classer ces ondes-là de catégorie 2B, potentiellement cancérigènes. Pour nous, c'est une question, vu qu'on n'adopte pas les mesures de prévention, c'est une question de politique et d'économie uniquement. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Stéphane Bilinski, il y a des compteurs intelligents qui sont contestés, mais il y a moyen de mesurer même son milieu ambiant pour savoir dans quoi on vit. Voilà. L'air, on le fait. L'eau, on le fait. Puis on ne le ferait pas pour... Il est grand temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Vous savez pour le corps. Comment ça marche? Partez-moi les voir comment... Juste pour voir comment est-ce qu'il me reste de temps à faire. Oh, mon Dieu Seigneur. Pour réagir, comment... Intelligent, Olivier, vous avez rencontré des clients d'Hydro-Québec, en fait, qui, malgré tout, ont encore peur en raison de l'endroit où sont installés ces appareils. Voilà, c'est ça, Pierre. Vous savez que dans les projets pilotes qu'on est en train de réaliser par Hydro-Québec, il y en a un qui se fait dans le quartier Villeray, dans l'île de Montréal. Et aujourd'hui, j'ai 2 cas où les gens sont particulièrement préoccupés. Premier cas, c'est une famille qui habite dans un demi-sous-sol et on a installé 6 compteurs intelligents dans leur cuisine, à environ 1 mètre de la table
table à manger. Et depuis ce temps-là, la famille dit qu'elle ressent des ennuis physiques et elle croit à tort ou à raison que c'est relié au compteur intelligent. Je propose d'écouter le père de famille. Après quelques semaines, on a remarqué qu'il y avait des maux de tête, mon fils et ma conjointe et tout. Fait que là, c'est ça. Là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à penser que c'était peut-être ça. Puis j'ai appelé Hydro-Québec, j'ai parlé à quelqu'un, un monsieur, que ça a pris une semaine avant qu'il me retourne mon appel. Oui. Et l'autre cas, c'est le nombre de compteurs intelligents installés qui inquiète. Là. Absolument, Pierre. Écoutez, ça se passe dans une coopérative de Villeray, rue La Jeunesse. Ils ont installé 53 compteurs intelligents dans la même pièce, qui est quand même bétonnée. Mais un technicien en électromagnétisme qui a senti et qui a calculé des fréquences qui passaient de l'autre côté du mur où se trouve une salle de jeu. Alors là encore, je vous propose d'écouter un client d'Hydro-Québec. On a un espace de jeu. Là, ce que le technicien qui est venu aujourd'hui nous a dit, là, c'est que ça, il faut plus que ça reste là du tout. Là. Le taux, ce qu'il nous a dit, c'est que le champ magnétique est extrêmement fort, puis qu'il faut déplacer ça complètement. C'est pas les compteurs qu'on déplace, si j'ai compris. Oui, voilà, exactement. Mais Hydro-Québec, il faut le dire, depuis le début, dit qu'il n'y a pas de dangers qui sont reliés avec les fréquences émises, qui sont très en deçà de celles imposées par Santé Canada. Tout de même, on va aller les voir aujourd'hui et leur demander de commenter ces deux cas très précis. Merci. Au revoir. Je vous en prie. Ça fait craindre certaines personnes des risques de maladies. On a fait l'émission au complet, d'effets néfastes sur la santé dus aux radiofréquences qui sont émises aux 60 secondes, à 1/60e de seconde à toutes les minutes, par ces nouveaux compteurs-là. Ça, c'est le premier niveau de crainte pour la santé publique. Le deuxième niveau, c'est de dire, est-ce que c'est pas une porte ouverte sur une facturation accrue selon la consommation à des heures de pointe, etc., parce que là, on sait tout à la minute près. Non, 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 de dire Hydro-Québec, à tout le moins pour la facturation. Écoute bien, là. Est-ce que vous avez déjà vu une taxe qui s'en va en baissant? C'est assez rare. Est-ce que vous avez vu, quand un État est en difficulté comme nous le sommes, même si on est hydro-québécois, là, que les prix vont aller en baissant? Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu ou des canards sauvages. Ça, c'est le premier niveau. On verra bien. Le deuxième niveau, c'est celui de la santé publique. Il y a des gens, ailleurs, ça s'est passé à Santa Cruz, aux États-Unis, ils ont obtenu un moratoire pour l'installation de ces choses, pour pousser des études encore davantage sur les répercussions possibles sur la santé. J'ai eu ici des gens, j'ai parlé au docteur Bellepomme à Paris, qui s'est penché là-dessus, sur les incidences sur la santé du monde et des gens, les radiofréquences, et deuxièmement même, l'incidence sur le cancer, c'est un oncologue réputé. Lui, il dit, oui, il y en a. Il n'a pas fumé du pot, là, quand il dit ça. Là. Il a assis ça sur quelque chose, pas une idée, pas une fiction de son esprit, là. C'est pas le professeur Norton, ça, là. Bon. Alors, quand cette affaire-là est arrivée, on a posé la question au ministre responsable, Clément Gignac, qui a de l'air d'avoir puisé ses citations à la même place que Mme Normando dans le temps, ses pètes de vache pour les gaz de schiste. Je l'ai-tu bien prononcé? Les gaz de schiste, de shale. Écoutez bien ce que Clément Gignac dit des gens qui craignent pour leur santé sur les effets de radiofréquences. Il y en a encore qui croient là, que Elvis n'est pas mort puis que les Américains ne sont pas allés sur la Lune. Nous rester à côté des tours de transmission, c'est dangereux. Donc, c'est les experts qui se prononceront. Hydro a ses experts, mais la régie, au besoin, pourra consulter des experts indépendants pour vérifier le tout. Quelle condescendance! C'est nous prendre pour des caves collectivement. Et rire de quelqu'un qui craindrait d'avoir une maladie environnementale, c'est pas très digne d'un ministre responsable des ressources naturelles et du développement économique et du plan Nord. Les maladies industrielles, ça existe. On riait de ceux qui faisaient de l'emphysème ou des problèmes pulmonaires dans le temps qu'ils travaillaient dans l'amiante. Aujourd'hui, on reconnaît cette maladie comme une maladie industrielle. Pourquoi que notre environnement ne serait pas influencé? Mettez-vous la tête devant un micro-ondes, puis regardez chauffer le roast beef, on se reparlera pour voir si ça va avoir des citations pareilles. Peut-être qu'ils ne sont pas plus intelligents. C'est vrai, vous avez raison. C'est pas fort. Ça demanderait des excuses. Parce que, honnêtement, là, on pense pas
qu'Elvis n'est pas mort, puis qu'il est à quelque part à Kalamazoo. Oh yeah! Voyons donc, M. Gignac, s'il vous plaît. C'est pas fort. Puis ça, c'est l'ancienne ministre, vice-premier ministre, qui nous dit qu'un pet de vache, ça fait autant de tort qu'un gaz de schiste. Mais tu sais de quoi ils ont les arguments, ils sont hot au bout. Ça fait partie des grands scientifiques de ce monde. C'est pas des maudites farces. M. Gignac, pas fort. Mettons que c'est pas la médaille de bravoure de l'année puis de jugement de l'année, cette affaire-là. Directeur du service des compteurs intelligents pour Hydro-Québec. Écoutez bien ce qu'il me dit. Est-ce que c'est vrai quand les gens et les consommateurs disent « ça me coûte plus cher », explication de M. Blain sur la façon de mesurer de façon plus restreinte, en des périodes plus courtes, fait en sorte qu'on est capable d'identifier vite les pointes et de ne pas pouvoir faire bénéficier l'ensemble de la consommation des 2 mois? Bien, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de si dans ce que M. Blain avait apporté. C'est-à-dire que nous, moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun changement dans la tarification d'Hydro-Québec. Le seul élément qu'on change dans ce projet-là, c'est la façon dont on ramasse les données, c'est-à-dire la façon qu'on va lire les compteurs. Aujourd'hui, on envoie un releveur chez vous, chez moi, il relève le compteur. Dans l'avenir, ça va être une lecture à distance. Une facture plus salée. En mettant la main sur certains documents, on s'aperçoit que la facturation avec l'implantation des nouveaux compteurs intelligents, à la Société d'État, on envisage de le faire selon des communications internes dont l'agence QMI a obtenu copie. Pas tout de suite. Quand vous allez avoir oublié. Un petit peu plus tard. Ça donne rien de faire ça tout de suite. On est tous Hydro-Québécois et addicts à l'électricité. On est branchés, comprends-tu? Ça fait que, éventuellement, une demi-scène. Oh, une scène. Dans 3 ans, après que la Régie de l'énergie se soit penchée sur la question et ait dit à Hydro, pas tant que ça, pas 2 cents. 1 cent 3/4. Là, Hydro s'en va. Oh, on est déçus. Mais on respecte tellement la démocratie. Et pour nous, l'énergie, c'est important. Alors que le gars, il vient me dire non. Puis 2 jours après, c'est possible à propos des fameux compteurs intelligents d'Hydro-Québec. Olivier, vous avez obtenu à la chaîne Argent des documents dans lesquels la Société d'État entrevoit, en tout cas laisse entrevoir, là, ça paraît clair, des changements de tarification à la hausse. Voilà. Paul, publiquement, Hydro-Québec a toujours dit qu'elle n'allait pas toucher dans la tarification, n'allait pas changer et que ce n'était pas dans les cartons. Et d'ailleurs, ce matin, la Société d'État a publié un communiqué de presse dans lequel elle réitère ses intentions de ne pas changer la tarification là, pour tous les Québécois. Or, nous, on a mis la main sur un document interne. En fait, c'est l'appel de proposition qui avait été utilisé lorsqu'on cherchait un fabricant de compteurs intelligents. Et dans ce document, c'est très clair ce qu'on dit. On dit Hydro-Québec entrevoit différentes options. Alors, 2 options. C'est la tarification différenciée dans le temps. Qu'est-ce que c'est ça? On l'a expliqué tout à l'heure, mais on leur dit encore. C'est ce qui se passe du côté de l'Ontario. Donc, les tarifs changent ou modulent dans la journée là, lorsqu'il y a, effectivement, des pointes. Donc, par exemple, en Ontario, de 11h à 17h, c'est là que c'est le plus cher. C'est environ 10,9 cents le kilowattheure. Également, Hydro-Québec, ce qu'elle dit, c'est ce qu'on voit à travers les documents, c'est qu'elle entrevoit également de changer, de faire en sorte d'aller vers des tarifications qui changeraient selon les périodes critiques. Donc ça, ça change au fil des mois, notamment, évidemment, lorsqu'il y a plus de pression sur le réseau en hiver. Alors là, les tarifs pourraient effectivement changer. Alors on a questionné aussi des spécialistes. Eux, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ça fait en sorte de faire hausser la facture, parce que c'est pas tous les gens, des fois, qui peuvent faire à manger en 17 heures ou après 19 heures, par exemple, donc de changer leur horaire. Et le PQ, je vais vous laisser entendre Bernard Drinville, d'ailleurs. Lui, il a parlé aussi d'un agenda caché ce matin. Il faisait une sortie contre les compteurs intelligents. Il se demande effectivement si la Société d'État va aller faire cette tarification changée. Et tout de suite après, Olivier Bourgeois d'Options Consommateurs. Hydro-Québec ne peut pas prendre tout seul cette décision-là. Il faut que ce soit le gouvernement qui la prenne. Alors la question est la suivante.
Est-ce que le gouvernement Charest a décidé d'aller de l'avant avec les compteurs intelligents parce qu'il veut mettre en place la tarification différenciée? Est-ce que c'est ça la vraie raison? Est-ce que le gouvernement a un agenda caché puis il ne veut pas nous le dire? S'il y a un agenda caché, il faudrait qu'il nous le dise. Comme ça, on pourrait le faire, le débat. L'image qu'Hydro-Québec rend à la population, donc d'une entreprise qui, lorsque des documents sortent, lorsque des experts font des enquêtes, oups, on change de discours. Dans le passé, Olivier, tous les gouvernements péquistes ou libéraux ont tenté de dépolitiser, si on veut, cette question-là des tarifs au Québec. Et là, voilà que le PQ demande au gouvernement Charest de s'en mêler de cette polémique-là. Voilà, exactement. Donc, ça va prendre une tournure politique. Le Parti québécois dit, écoutez, nous, nos députés, le message qu'on entend, c'est que les gens s'en vont cogner au bureau de comté et la majorité des gens, les gens qui vont voir leurs députés, ils ont des inquiétudes, notamment par rapport à la santé. Vous savez, on en avait parlé. Donc, le Parti québécois dit au gouvernement libéral de s'en mêler, d'adopter un décret qui fera en sorte de saisir la Régie de l'énergie. Et la Régie de l'énergie devrait se pencher sur deux dossiers très particuliers. Un, les retombées économiques. On se rappelle, le contrat est allé du côté de la Suisse, ça, ce fabricant suisse. Il y avait de l'expertise québécoise qu'on avait ici. Et également sur la question de la santé. On a entendu beaucoup parler. Donc, c'est une demande du Parti québécois. Réaction plus tard du Parti libéral. Merci. À plus tard. Est avec nous, analyste indépendant en énergie. Bonjour, M. Blanc. Bonjour. Vous agissez maintenant à titre d'expert indépendant selon différents mandats qui vous sont demandés. C'est ça, comme analyste externe dans les dossiers réglementaires. Okay. Oui. Les compteurs intelligents, est-ce qu'on est intelligent de faire ça? Écoutez, si il s'agissait d'évaluer la pertinence d'un projet de cette envergure-là, on parle d'un investissement prévu d'une valeur d'1 milliard de dollars au total. Là, ça, c'est avant les dépassements de coûts. Puis si on se réfère à l'historique d'Hydro-Québec en cette matière-là, dans les grands projets, ça pourrait être le double. Hein? Mais disons qu'ils respectent leurs coûts. À tout le moins, il faudrait considérer différentes options. Pour dire, bien, on a vraiment un objectif qu'on vise, qui est le remplacement des vieux compteurs électromagnétiques, dont à peu près 40 sont arrivés à la fin de leur durée de vie utile. Est-ce qu'on reste avec ce mode de relève et de facturation-là qui implique un déplacement de porte-à-porte, hein, une équipe de 700 releveurs? Oui. Ça comporte quand même des avantages, là. Ou bien, si on passe à des compteurs numériques, électroniques, qui permettent soit une lecture à distance par un releveur qui passe avec un émetteur-récepteur, ou encore des compteurs dits intelligents de deuxième génération qui transmettent les données par radiofréquence à des capteurs qui sont dans le réseau de distribution, qui eux-mêmes relaient les données jusqu'à un portail informatique et transfèrent ces données-là dans le système informatique. Est-ce qu'on est là? C'est ça la proposition. Okay. Alors, il y a au moins deux autres options qui n'ont pas été évaluées, qui auraient pu être considérées. Alors, d'abord, les compteurs de première génération qui permettent une fois par mois ou une fois aux 2 mois, selon la fréquence de la relève, à un releveur de passer à l'extérieur, d'envoyer un seul signal encodé, de recevoir les données du compteur de chaque usager et après ça, de les transmettre pour fin de facturation. Ça a déjà l'immense avantage d'éviter l'émission quotidienne de plusieurs radiofréquences dans le réseau. À plus que la tarification, vous touchez à l'inquiétude d'une portion de la population sur côtoyer des radiofréquences. Ça prévient au moins ces problématiques-là de santé publique qui sont plus ou moins sérieuses selon les points de vue, mais qui reposent sur quand même des inquiétudes qui sont fondées. On peut se référer et qu'on ne peut pas jeter du revers. Non, on peut même se référer à des rapports récents de l'Organisation mondiale de la santé qui commencent à faire des sérieuses mises en garde. Bon. Une autre option, ça aurait été de relier ça par le réseau de téléphonie, donc transmission des données par un câble fibre optique. C'est extrêmement rapide. Et là, encore une fois, on vient d'éliminer complètement les risques de santé publique là, que je laisserai les experts quantifier. Donc, malheureusement, on a là devant nous une demande d'autorisation d'Hydro-Québec qui ne considère qu'une seule option. Hydro-Québec dit même, est-ce qu'on a un plan B? Ils n'ont pas besoin de plan B. Je ne vois pas pourquoi l'autorisation ne sera pas donnée. Et un projet qui va coûter au bon mot au moins $1 milliard. Mais là, il y a la Régie de l'énergie qui va regarder ça. Voilà. Alors, c'est la Régie de l'énergie. Mais ça, c'est un organisme d'évaluation et de contrôle. Administratif qui a une juridiction exclusive. Alors, la décision relève de la Régie. Quand la Régie exerce ses compétences de façon indépendante, avec une procédure adéquate et qu'il y a des audiences publiques et que toutes les parties concernées qui interviennent peuvent faire des représentations qui sont prises en considération, on peut se fier. Vous questionnez
l'objectivité de l'organisme? Parce que Dans c'est ce toujours là qu'on se dossier-là. fait dire, oui, les tarifs sont acceptés, Hydro en demande 3, eux autres, ils disent non, 1, fait que ça finit à 2. Bien, il faut bien comprendre que la Régie, qui est un tribunal administratif et dont l'indépendance judiciaire est essentielle à ce qu'elle assume ses compétences de façon adéquate dans le sens de l'intérêt public, est composée d'un certain nombre de régisseurs. Habituellement, il y en a 3 qui composent une formation pour examiner un dossier. Mais ces régisseurs-là sont nommés, leurs mandats leur sont donnés, non pas par l'Assemblée nationale, mais par le Conseil exécutif. Déjà là, on a un problème. Parce qu'au sein du, je ne vais pas dire le Conseil exécutif, le Conseil des ministres, au sein du Conseil des ministres, évidemment, il y a le ministre des Finances, le ministre des Ressources naturelles, dont Hydro-Québec relève, mais le ministre des Finances, c'est notre fiduciaire qui décide en fonction des besoins financiers du gouvernement, des intérêts de l'actionnaire gouvernemental par rapport aux revenus générés par Hydro-Québec. Et là, il y a un conflit potentiel entre l'intérêt public, celui des contribuables. Mais on n'est pas machiavélique à ce point-là. On peut leur prêter leur bonne foi. Bien, en général, on intervient devant la Régie avec une présomption que la Régie va exercer ses compétences comme il faut. Dans le dossier qui nous occupe particulièrement. Ce qui est inquiétant, c'est que la demande est introduite au milieu de l'été 2011 et la Régie, d'emblée, avant même que les groupes intéressés à faire des représentations aient déposé leur demande d'intervention, dit on va confier ce dossier-là à un seul régisseur. Une demande d'1 milliard de dollars confiée non pas une formation de 3 régisseurs, mais un seul régisseur. Et la Régie dit d'emblée on va traiter ce dossier-là, on va examiner cette demande-là sur dossier. C'est-à-dire qu'il y aura juste des représentations écrites, mais pas d'audience publique. En plus, et la Régie nous dit en plus, troisième chose, on va retenir l'approche proposée par Hydro-Québec d'examiner seulement la demande pour la première phase de déploiement du grand projet de compteurs intelligents, c'est-à-dire les premiers 1,7 million de compteurs de la grande région de Montréal sur un total de 3,7 millions, incluant tous les équipements informatiques et électroniques qui constituent l'infrastructure de mesurage avancé dans le réseau. Les gars, il y en a pesant. Alors là, on a un sérieux problème. Un, en acceptant de segmenter le dossier en 3 phases, évidemment, on compromet, dans une certaine mesure, une appréciation intégrée des conséquences et des enjeux qui sont devant nous. Mais surtout, si on autorise Hydro-Québec à procéder pour l'installation de presque la moitié des compteurs, plus toute l'infrastructure de mesurage avancée dans une phase 1 du dossier réglementaire, on ne fera certainement pas marche arrière après, après avoir autorisé 500 millions de dollars sur une dépense de 1 million. Je suis assis dans mon salon, je fais partir ma sécheuse, les patates sont sur le poêle, puis j'écoute la TV. La roulette, elle tournait comme ça. Aujourd'hui, c'est numérique. Est-ce que je vais payer plus cher pour la même consommation? Est-ce que c'est plus précis, ça, et que je pouvais bénéficier d'une marge d'erreur à mon avantage sur la mécanique? Non. Il n'y avait pas de marge d'erreur quant à la mesure de la consommation totale, du nombre total de kilowattheures qui sont consommés dans le régime actuel avec les compteurs actuels. D'ailleurs, les vieux compteurs électromécaniques étaient très fiables. Le taux de défectuosité ou d'erreur de mesurage, là, tant en nombre qu'en pourcentage, était très faible. C'était une bonne technologie. D'ailleurs, la plupart des compteurs fonctionnent encore très bien, même après leur durée de vie initiale qui était prévue. Ce qui va se passer, c'est que Hydro-Québec, à partir de maintenant, va non plus devoir se contenter de connaître votre consommation cumulative sur une période de plus ou moins 60 jours quand le releveur de compteur vient prendre la mesure, mais ils vont la connaître, dans l'éventualité où c'est autorisé, de jour en jour et même d'heure en heure. Chaque fois que votre compteur va envoyer au réseau un signal qui donne la consommation cumulée, ils feront la différence avec la consommation du dernier signal. Donc, ça ouvre la possibilité de tarifer non plus sur la base de la consommation totale sur 60 jours, mais sur la base de la consommation réelle par jour. Or, dans le régime actuel, on a nos premiers 30 kWh par jour de consommation qui sont facturés, ce qu'on dit le premier palier, à 5,4 cents par kWh. Et quand on dépasse 30 kWh par jour, on est facturé pour les 31e et suivants à 7,51 cents. Dans un régime comme le régime actuel, où le releveur passe seulement une fois aux 2 mois, il connaît ce que vous avez consommé au total sur 2 mois. Supposons que sur 60 jours, ça tombe exactement à 1800 kWh. Bien là, Hydro-Québec vous facture 1800 kWh au premier palier, parce que c'est 30 kWh fois 60 jours, comme si vous aviez consommé de façon uniforme vos 30 kWh
totale du premier palier tous les jours. Et seulement ça tous les jours. Supposons maintenant qu'on raccourcit le cycle de facturation pour faire 2 cycles de 30 jours consécutifs pour une même totale de 1800 kWh. C'est certain que vous n'aurez pas consommé exactement 900 kWh dans chacun des 2 mois, de telle sorte que, surtout si vous passez d'un régime de consommation estivale à un régime de chauffe hivernale, OK? Et donc, il y a une partie des kilowattheures qui sont facturés aujourd'hui au premier palier à 5 cents,4 qui vont tomber dans le deuxième palier. Et ces changements-là, en fait, la possibilité de changement du régime de facturation qui est compteur intelligent ouvre, va permettre à Hydro-Québec de générer plus de revenus pour une même consommation totale. Et ces revenus additionnels-là, ou ces coûts additionnels-là, vont frapper plus particulièrement les centaines de milliers de ménages québécois, généralement à faible revenu, qui vivent dans des petits logements, 3 pièces et demie, 4 pièces et demie, chauffés à l'électricité. Parce que eux passent d'un régime de consommation estivale très bas, 15, 20, 22 kWh par jour, uniquement électrique. À une consommation quotidienne qui peut monter à 60, 70, 75 kWh quand toutes les plaintes électriques se mettent en marche. Et pire que ça, quand on évoque la possibilité que ces ménages-là, devant une augmentation du coût de l'électricité, puissent compenser par des mesures d'efficacité énergétique, ils ne peuvent pas. Leur logement ne leur appartient pas. Les équipements, souvent, de chauffage ne leur appartiennent pas. Donc, ils n'ont pas une possibilité de participer aux bénéfices, sauf qu'ils participent au financement. Maintenant, il va y avoir une augmentation des revenus potentiels, en tout cas, s'il y avait acceptation. Si on raccourcit le cycle de facturation ou si on introduit une tarification avec plus de paliers de facturation. On s'est toujours fait dire que parce que nous sommes hydro-québécois, nous avons un prix avantageux comparativement à, je sais pas moi, à l'Oregon, aux États-Unis, à l'Europe. Ça coûte cher. Moi, je me souviens, j'ai un ami, j'ai dit, il fait chaud dans ton appartement, il était en Europe. J'ai dit, je vais t'envoyer. Il dit, les climatiseurs coûtent une fortune. J'ai dit, je vais t'en envoyer un. Mais tu serais pas capable de le faire partir, ça va siphonner d'électricité, je serais pas capable de le payer. Ça va être un loyer mensuel, quasiment. Est-ce qu'on paye le prix qu'on doit? Est-ce qu'on paye le bon prix? Bien, voyez-vous, quand on nous martèle cette idée-là que le Québec est favorisé, qu'on a un prix avantageux, c'est vrai. On paye moins cher client résidentiel comparé à un client résidentiel de la plupart des provinces canadiennes ou des États d'Amérique du Nord, des États-Unis, moins cher par kilowattheure. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on paye moins que ce qu'on devrait payer? Pas du tout. Ce qu'il faut considérer, c'est ce que ça coûte à produire, à transporter puis à livrer l'électricité. Or, ça coûte 2,5 fois à 3 fois moins cher au Québec de produire l'électricité que dans la plupart de ces États-là auxquels on se compare. Donc, ce qui nous indique si on paye suffisamment cher ou pas, c'est non pas le prix unitaire, mais la marge bénéficiaire que l'entreprise, ici Hydro-Québec, entreprise d'État monopolistique, fait en nous livrant l'électricité. Or, Hydro-Québec va chercher, bon an, mal an, 3 milliards de bénéfices sur un chiffre d'affaires de 12. Moi, j'ai jamais trouvé un seul distributeur, public ou privé, qui fait des marges bénéficiaires équivalentes à ça. Tout client confondu, qu'il soit le consommateur privé et quelques catégories de clients ou commercial et ou industriel. Disons qu'au Québec, les clients commerciaux institutionnels contribuent beaucoup à la rentabilité d'Hydro-Québec, les clients résidentiels un peu moins. Les clients industriels couvrent leurs coûts avec une petite marge bénéficiaire. Ceux qui payent le tarif régulier, les 9 grandes entreprises qui ont des contrats spéciaux payent au prix coûtant. Quand est-ce que la réponse va sortir sur le compteur intelligent? Les audiences devant la régie devraient commencer au cours du mois de février. Et on espère chaudement que la régie va le faire sérieusement et qu'elle va se raviser, qu'elle va nommer une formation de 3 régisseurs pour assurer un minimum de rigueur et d'indépendance dans l'exercice. Jean-François Blain, merci beaucoup de ces explications. Madame Eppel, nous allons parler à une sommité internationale, un cancérologue à Paris, qui se spécialise dans les maladies électrosensibles, c'est-à-dire des gens dont l'environnement fait en sorte qu'ils sont sensibles et ou hypersensibles à la radiofréquence et ou à la radiofréquence électrique. C'est le cas d'une dame qui accepte de nous parler et on le fait parce que, écoute, on est tellement peu habitué à cela qu'au moment où on a dit, ben oui, rendez-vous à nos studios, je suis pas capable d'aller là. Ce qu'il y a comme radiation autour de radiofréquence, et on sait que dans les stations de télé, on est... Ouais, alors là, on lui a proposé, on pourrait se rendre chez vous avec le camion
micro-ondes, non, je risque ma santé. Alors on s'est dit, pourquoi pas par téléphone, la méthode la plus basique qui puisse encore exister, et par ligne dure, très évidemment, pour ne pas être au cellulaire, parce que ces ondes également peuvent avoir une influence. Alors, bien loin que de trouver ça drôle, ça intrigue cependant. Elle accepte de témoigner. Madame Katia Eppel, qui souffre de sensibilité de radiofréquence électrique. Bonjour, Madame Eppel. Bonjour. Dites-moi, donc, vous, l'environnement immédiat est très important sur votre santé, vos comportements, des malaises. Expliquez-moi ce que vous ressentez. Ben en fait, j'étais rendue à Montréal avec des palpitations cardiaques, beaucoup d'insomnie, et c'était vraiment rendu invivable. Et c'est tout simplement en déménageant dans un endroit où il y a moins d'antennes relais, moins de micro-ondes, que j'ai vu tous mes symptômes disparaître. Vous avez amélioré votre état de santé et vous avez eu donc un bien-être ressenti presque immédiat. Ah oui, ça a pris 3 jours et puis les palpitations ont cessé complètement, l'insomnie, les problèmes de digestion, les acouphènes, les maux de tête, tout a disparu. Il faut que je vous pose la question. Est-ce que quand ça vous arrivait en milieu urbain, vous vous êtes pas dit à un moment donné, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, docteur, c'est dans ma tête, ma foi, voyons donc. Oui, bien en fait, les médecins s'occupaient de me dire ça. Sans doute. Parce qu'il n'y avait pas d'explication physiologique à tous mes malaises. Alors, on me prescrivait des somnifères, des petites pilules pour les nerfs, etc., etc. Mais moi, je savais, j'avais fait de moi-même un cobaye. Je savais que quand j'approchais de des sources de micro-ondes, des Wi-Fi, des antennes dans des cafés Wi-Fi ou dans des parcs dans lesquels se trouvait ce service-là, les malaises apparaissaient, puis quand j'arrivais à m'en éloigner suffisamment, mais là, rendu à la fin, je trouvais même plus de refuge dans ma propre maison parce qu'il y avait des antennes tout près. Quand on prend conscience que notre environnement se modifie avec la modernisation et la modernité, on se dit, il n'y a plus de place pour moi ici, il faut vivre en reclus, à la limite. Vous serez de ces nouveaux explorateurs, vous allez aller dans les bois, les coureurs des bois, ma foi. Même dans les bois, ça commence à être difficile de fuir parce que les antennes sont vraiment partout. Les gens veulent avoir Internet haute vitesse dans le fond de leur rang dans la campagne. Et c'est même reconnu comme un droit maintenant d'avoir accès à Internet haute vitesse. Donc, il y a plus vraiment de refuge. Même ici, où j'ai déménagé, quand je suis arrivée, j'ai fait prendre des mesures par M. Stéphane Belinsky, qui se spécialise dans ce domaine-là. Oui. Puis c'était très, très tolérable. Mais l'été dernier, ils ont doublé le nombre d'émetteurs sur la structure existante. Ce qui fait qu'il y a certains malaises qui sont revenus, mais tellement légers comparé à Montréal que ça va, là. Mais s'ils installent les compteurs sur ma maison et dans les quartiers, partout autour, c'est sûr que je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, j'ai déclaré ma maison non-fumeur parce que j'ai arrêté de fumer, donc les gens qui viennent à la maison ne fument pas. Mm-hmm. Vous, si je vous invite, il faut que je ferme mon routeur, il faut que je ferme ma télé. Qu'est-ce qu'il faut que je ferme à part ça? Non, ben moi, je suis pas électro-hyper-sensible. Alors, je peux quand même tolérer certaines fréquences un certain temps. C'est sûr que si je passais la nuit, peut-être que je vous demanderais de modifier un petit peu les trucs dans votre maison, mais quelques heures, ça va. Je vais peut-être me sentir un petit peu mal, mais les électro-hyper-sensibles, eux, vraiment, il peut avoir un cellulaire allumé derrière eux dans un restaurant, ils vont ressentir des malaises. Ça, c'est vraiment des personnes ces personnes-là vivent en reclus. Elles fonctionnent plus du tout. C'est à peine si elles peuvent tolérer le four qui fonctionne. C'est vraiment, c'est très, très sérieux. On n'entend pas parler. Ben non, parce que, pourquoi on n'entend pas parler, M. Mongrain? C'est parce que quand on parle de ça, c'est tout récent, là, je me fais pas regarder comme une habitée de pensées bizarres, de folles, d'hystériques. Vous avez raison. Écoutez, je vous parle, là, puis je regarde ça, puis je me dis, ben mon Dieu Seigneur, là, il reste plus rien qu'à avoir des secoupes volantes, là, puis on est complet.
Ben c'est ça. Puis étant donné que c'est pas reconnu ici, que les médecins connaissent pas ça, c'est encore pire parce que quand on cherche de l'aide, on n'en trouve pas. Alors ces gens-là, ils désirent pas parler. Moi, j'ai pris la résolution cette année d'en parler parce que j'ai rencontré des électros hypersensibles qui avaient des vies tellement misérables que je me suis dit, bon, moi, je suis encore fonctionnelle. Je travaille de la maison, j'ai un ordinateur fibre optique, câblé. Quand même, j'arrive à fonctionner. Donc, je me suis dit, si moi, je parle pas, qui va le faire? C'est sûr. Alors, dites-moi, Mme Eppel, alors, pratico-pratique, chez vous, oui. Pas de téléphone cellulaire? Non. Pas de Wi-Fi, tout est câblé, les téléphones sont câblés, il n'y a aucun téléphone sans fil dans la maison et j'ai même pas de micro-ondes. Micro-ondes, pas capable? Mettons, réchauffer le café au micro-ondes, mettons 30 secondes, pas fort. Non, j'ai même pas envie de faire le test. OK. Non. Parce que c'est immédiat? Non, c'est ça qui est assez troublant, c'est que ça peut prendre quelques heures, ça peut prendre une journée. Cet été, j'ai fait le tour de la Gaspésie, qui est complètement transformée avec les éoliennes et les lignes de transport. Ça, c'est correct, les éoliennes. Les éoliennes, c'est correct. C'est des lignes de transport quand même de haut voltage. Puis quand on s'est arrêté à un hôtel à Percé, je me suis réveillée le matin avec un gros mal de tête, vraiment que je reconnaissais tout à fait comme... Moi aussi, ça m'est déjà arrivé à Percé, un gros mal de tête, mais j'avais été veillé chez Gaspard en haut. Ouais, non, pas moi. J'avais pas été veillée. Okay. J'avais été très sage. Mais en fait, le lendemain matin, j'ai été voir la fille à la réception, puis elle était toute fière de me dire qu'ils avaient le Wi-Fi haute vitesse dans toutes les chambres de l'hôtel. Ben oui. Alors, il n'y a pas... puis là, je savais pas quand je suis arrivée. Puis le lendemain, je me suis réveillée avec ce mal de tête-là qui a duré la durée du séjour. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben là, ce que j'espère, c'est qu'avec la formation de la coalition de lutte contre la pollution électromagnétique, coalition québécoise, c'est une coalition de citoyens, qu'on va peut-être réussir à mettre un petit doute dans l'esprit des gens qu'il faudrait peut-être arrêter le déploiement de ces technologies jusqu'à ce qu'il y ait une norme mondiale, parce qu'après tout, on est tous faits de la même matière, qu'on soit hindou, russe, chinois, australien, québécois, qui a une norme, parce que là, les normes diffèrent de millions, de milliers de degrés. Alors, comment ça se fait que dans des pays comme la Russie, la population est beaucoup moins exposée que la population canadienne? Parce que là-bas, ils ont été les premiers à répertorier ce qu'on appelait microwave sickness, qui était la maladie des opérateurs de radar. Ouais, micro-ondes. Ouais. Alors, eux autres, ils sont beaucoup plus conscients des dangers de l'irradiation à long terme des populations. Connaissez-vous le docteur Dominique Bellepomme? Oui. Vous le connaissez? Oui, je m'informe. Imaginez-vous comment je me suis mise à m'informer de façon compulsive presque à ce sujet-là. Quand j'ai fait le lien que c'était peut-être ça qui m'arrivait, je me suis mis à faire beaucoup de recherches sur Internet, lire tout ce qui s'écrivait. Puis ça me réjouit quand je vois qu'il y a des scientifiques qui arrivent à ne pas se faire museler, ni couper leurs subventions pour la recherche, et qui arrivent à trouver des liens causals d'effets directs des micro-ondes sur le vivant. Madame Eppel, merci de votre témoignage. Demeurez à l'écoute parce que je m'entretiens avec le docteur Bellepomme tout de suite au retour de la pause. Je demeure à l'écoute. Merci, madame. Merci. Bonne chance. Au revoir. Ciblés par le projet pilote se retrouvent à payer le double de leur facture. Croyez-vous que ça amène Hydro-Québec à se soucier des effets? Les résultats sont là pour des millions de plus dans les poches. Nous sommes Hydro-Québécois et je peux vous dire de quoi on va s'en sentir. Personne ne semble se souvenir de la mioufle ou du chauffage radiant qui prenait feu. Pourtant, ces produits étaient approuvés par Santé Canada et avaient été testés. Oui, les règles, moi, je veux bien. Là, les normes, je veux bien, mais tu sais. Hydro-Québec sera-t-elle imputable si on découvre finalement qu'il y a danger? Il va y avoir un méchant recours collectif. Si jamais ça se produisait, je peux-tu vous dire ça? Ceux qui montent aux barricades contre les compteurs intelligents sous prétexte de micro-ondes et des cancers ont-ils renoncé à passer des heures à placoter avec leur cellulaire? Bien, ils sont pas capables. La madame Eppel, vous avez vu, elle n'est pas capable, elle peut pas. Combien d'entre eux ont le réseau Wi-Fi? Elle l'a pas. Se sont-ils débarrassés de leur téléphonie sans fil? Là, on parle pas des gens qui ont peur. On parle des gens qui déjà
sont affectés. Avoir peur, c'est une histoire, ça, là. On peut avoir peur à juste titre, faussement, etc. Mais il semble-t-il qu'il faut être prudent. Et cette personne-là, demandez-y pas de parler au cellulaire, elle n'a pas été capable de venir en studio. Parce qu'elle dit, non, je vais être malade, madame. Puis elle va pas de l'air de ça, hein, malade. Hydro-Québec suscite beaucoup de résistance, beaucoup d'inquiétude au sein de la population. Il y a une rencontre qui a été tenue hier soir dans le quartier Villeray à Montréal, qui a réuni une centaine de citoyens inquiets. Plusieurs personnes se disent incommodées par les fréquences électriques qui sont émises par ces nouveaux compteurs. Malgré tout, Hydro-Québec dit encore une fois qu'ils sont inoffensifs, qu'ils émettent que très peu de fréquences par jour. Des citoyens qui ont demandé maintenant à la Régie de l'énergie de suspendre ce projet de compteur, le temps de faire la lumière là-dessus, d'autres études finalement pour avoir vraiment l'heure juste. On en parle tout de suite avec François Terrien, qui est enseignant en électricité, porte-parole également de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Bonjour, Monsieur Terrien. Bonjour. Alors, si je comprends bien, ce sont les fréquences électriques qui incommodent vraiment les gens, qui inquiètent surtout les personnes. Jusqu'à quel point ça peut nuire à la santé? C'est-à-dire, parlez-moi de ces fréquences-là. Hydro-Québec nous parle de 6 lectures par jour, a complètement changé son tir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu une confirmation officielle à l'effet que Hydro-Québec reconnaissait qu'il y avait jusqu'à 1500 impulsions électroniques, si vous voulez, impulsions électromagnétiques, qui seraient diffusées par ces compteurs-là d'une manière continue. Autrement dit, il y en a une à peu près à chaque minute. Jusqu'à présent, on parlait de 6 du côté d'Hydro-Québec. Il y a une grande différence. Là. Lorsque Hydro-Québec nous a demandé de nous rencontrer, la QLPA, en septembre dernier, ils nous ont affirmé, Mme Courville, M. Plante et M. Abiad nous ont affirmé que les compteurs étaient dans les plus sécuritaires en Amérique du Nord et qu'ils n'émettaient que 6 fois par jour. Nous, on a dit, OK, on va... Mais est-ce que c'est possible concrètement qu'un compteur de la sorte n'émette que 6 fréquences par jour? En fait, ce que Hydro-Québec nous a mentionné, c'est que le compteur faisait une lecture et transmettait l'information 6 fois par jour de lecture. Mais ce qu'ils nous ont pas mentionné, puis ce qu'ils ont caché à la population, c'est que le compteur avait de multiples autres émissions d'ondes électromagnétiques, entre autres pour la synchronisation, pour répéter d'un compteur à l'autre, parce que les lecteurs, ils vont pas tous directement aux antennes, ils vont aller d'un à l'autre, puis il y a un compteur qui peut répéter les informations de plusieurs compteurs. Donc, il y a d'autres émissions, finalement, qui se rajoutent. Il y a d'autres émissions. Et notre préoccupation pour la santé, et ça, Hydro-Québec le sait très bien, c'est le nombre d'impulsions électromagnétiques qui est diffusé là-dessus. Là, on se ramasse aujourd'hui, Hydro-Québec reconnaît 1500. Nous, notre expert, il a fait des lectures de 3000 à 4000. En Californie, un compteur est équivalent. Ça a été jusqu'à 10 000 qui a été reconnu par la compagnie qui Qu'est-ce que ça implique concrètement en termes de problèmes de santé? Quel type de problèmes de santé? Je vous donnerai peut-être une illustration. Est-ce que vous dormez avec votre cellulaire sous votre oreiller? Non. Bon, on sait aujourd'hui que le cellulaire, même s'il n'est pas en fonction, s'il est allumé, il va émettre à toutes les minutes un contact. Et je pense qu'il est acquis aujourd'hui qu'on ne doit pas mettre notre cellulaire. Bon, mais les compteurs intelligents, c'est exactement ça qu'ils vont faire, là. C'est qu'une fois par minute, vont se mettre en contact avec le réseau. Et là, évidemment... Mais ils sont placés quand même à une certaine distance, j'imagine? Je veux bien, je suis bien d'accord qu'il n'y a personne qui dort avec la tête sur le compteur. Mais par contre, il y a des appartements à Montréal. 70 des compteurs, uniquement dans Villeray, sont situés dans les immeubles. Ils peuvent être dans les cuisines, ils peuvent être dans des chambres, dans des sous-sols, ils vont émettre encore plus fort. Alors, vous voyez, c'est une... on compare avec le cellulaire. Hydro-Québec nous dit que c'est beaucoup moins qu'un cellulaire. Oui, mais le cellulaire... vous avez le choix d'utiliser et ça dure le temps que dure la conversation. Le compteur, c'est sans arrêt, là, finalement. C'est sans arrêt. Permanent. Et pour les années à venir, pour des années à venir. Pour nous, c'est pas nouveau la problématique, c'est la problématique des antennes relais des compagnies cellulaires que l'on dénonce depuis 3 ans. Mais si on se compare, justement, vous avez parlé de l'exemple des États-Unis, si on compare nos modules, nos nouveaux compteurs à d'autres compteurs qui existent ailleurs en Amérique du Nord, on émet quoi comme fréquence? Est-ce qu'on a vraiment un compteur qui n'est pas sécuritaire? Hydro-Québec nous a avancé que le compteur qu'ils avaient choisi était le compteur le plus sécuritaire sur le marché parce qu'il l'émettait que 6 fois par jour. Alors, aujourd'hui, on apprend, je pense que c'est dans la presse aujourd'hui, que pour la première fois, Hydro-Québec reconnaît officiellement que c'est plus de... En tout cas, c'est 1500 impulsions par jour. Alors, les problèmes concrètement que ces gens-là éprouvent, parce qu'on demande vraiment un moratoire, le temps d'étudier tout ça, c'est quoi, des problèmes de sommeil? Ou... Écoutez, Hydro-Québec conteste aussi tout effet sur la santé. On essaie de focusser ça sur les problèmes de cancer liés au micro-ondes, mais dans la réalité, il existe ce qu'on appelle le syndrome des micro-ondes ou simplement l'électrosensibilité. Et c'est des gens qui, effectivement, ont des problèmes de sommeil, qui ont des problèmes d'insomnie, des maux de tête, des vertiges, toutes sortes de problèmes neurologiques qui sont malheureusement difficiles à reconnaître officiellement par la science, mais qui sont tout à fait réels. Et ça, Hydro-Québec conteste ce Donc, vous
demandez, en terminant, M. Therrien, vous demandez justement qu'il y ait un moratoire, le temps qu'on étudie tout ça, qu'on regarde un petit peu ces nouveaux compteurs qui vont être installés un peu partout? La conférence de presse hier, c'était la QLPA, que je représente. La QLPA va demander à la régie, à Hydro-Québec, de faire un moratoire sur l'installation, jusqu'à temps qu'ils nous prouvent qu'en fait, que ce qu'ils ont dit à la régie était vrai, c'est-à-dire qu'ils n'émettent que 6 fois par jour. S'ils n'émettent que 6 fois par jour, je crois bien qu'il n'y a pas personne qui va se plaindre. Mais alors que si c'est 1500 fois par jour et d'une façon permanente pour la population qui vont vivre avec les compteurs, c'est une problématique, je crois. Je vous remercie beaucoup, M. Therrien, de nous avoir éclairé là-dessus. Merci. Merci de votre intérêt, madame. Au revoir. Au retour, Kodak, un ancien géant de la photographie, déclare faillite. Il y a certaines entreprises, en fait, certains endroits à l'étranger. Non, mais c'est scandaleux, ça! En raison d'un léger problème technique, nous allons maintenant diffuser 8 dessins animés d'affilée. Ah!